Ward. Semaine, 10 buts. Fin de tir. Ennemi! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe par le plaisir. Le but! Kevin Veilleux! Ainsi seul encore une fois. Il va de la même fin et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, il est Marcoux tire! Quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit l'officiel retraité Robert Chamberlain ainsi que le directeur des arbitres de la LNH, Mathieu Caron. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. On est en pleine série demi-finale. Ça chauffe en ce moment du côté de la série Marquis contre Assurantia. C'est 2-2. Du côté des 3L de Rivière-du-Loup contre les Pétroliers de Laval, c'est 3L qui mènent la série 3-1. Donc, les Pétroliers qui sont au bord du gouffre. On a eu du bon hockey lors du dernier week-end, Dave. Oui, on va pouvoir en parler un peu, mais effectivement, là, c'est deux bonnes séries. Faut dire que c'est assez nez à nez là, dans celle entre Thetford Mines et les Marquis, 2-2. Donc, on a au moins deux autres matchs dans cette série-là. Ça va se rendre jusqu'en 6 au minimum. Sinon, du côté de Laval et Rivière-du-Loup qui a un peu causé la surprise, a remporté les deux matchs. On a une petite frousse samedi, l'équipe qui menait 5-2 en troisième. Laval a remonté ça 5-5. Failli faire le même tour qu'il leur avait joué une semaine plus tôt, mais on a réussi à répliquer du côté de Rivière-du-Loup. Ça a pris c'est un but un petit peu chanceux de Loïc Marcotte qui a redonné les devants à Rivière-du-Loup, mais on a réussi à surmonter ça. Ce qui fait que Rivière-du-Loup mène 3-1. Il faut dire qu'il y a quand même les 2 victoires à Laval, ces 2 victoires qui ont été acquises en prolongation, donc c'était serré. Mais sinon, du côté de Laval... Je voudrais dire, par exemple, là, que tu dis c'est un but chanceux, là, mais les bons joueurs créent leur chance parce que Loïc Marcotte, depuis le début des séries, là, quelques buts vainqueurs et joue du bon hockey. Ouais, non, effectivement, il lève son jeu de vainqueur, comme on dit, mais c'est vraiment un tir anodin quasiment de la ligne bleue qui a dévié sur Nathan Larose, donc c'était... Ouais. C'était pas celui qui a travaillé. Crève-cœur, c'était crève-cœur, ouais. Ouais, exact. Surtout pour Nathan Larose, j'imagine, du sentiment. Mais sinon, du côté de Laval, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà revenu de l'arrière d'une série là, depuis le début des séries. Donc, on était revenu de l'arrière contre les Éperviers. C'est sûr, c'était 2-1, c'était pas 3-1, mais en même temps, ils l'ont fait. Donc, ça va être à suivre là, jeudi, donc 2 gros matchs. Puis tout à l'honneur de Rivière-du-Loup là, également, là, eux qui ont eu une défaite crève-cœur en quart de finale contre les Marquis. Heureusement, on est dans un style de série qu'il y a une deuxième chance. Donc, c'est pas toutes les années qu'il y a une deuxième chance. Il n'y en avait pas l'an dernier. Donc, pour les 3L ont su profiter là, jusqu'à présent de cette deuxième chance-là. Puis, je pense que leurs fans leur rend bien aussi, là, au-dessus de 3100 personnes au Centre Premier Tech en fin de semaine. Je pense que... Il y a du monde dans le shack, comme on dit. Oui, mais c'est la plus grosse foule. On a battu Laval, justement, là, qui avait la plus grosse foule jusqu'à présent cette saison. Là, avait un 3020 quelques, je pense, là, contre le dernier match de la saison, contre les Marquis à la maison. Donc, Laval qui ont quand même des bonnes foules depuis le début des séries, là, pas mal tout le temps au-dessus de 2000, même 2500. Rivière-du-Loup, là, qui ont retrouvé qui ont repris le sommet à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que peu importe ce qui arrive, il y a au moins un autre match à Rivière-du-Loup d'ici la fin des séries, que ce soit un match numéro 6 vendredi ou un match de finale. D'après moi, ils sont en bonne voie de battre leur propre record d'ici là. Puis, même chose pour les autres équipes. Là, j'imagine si la série, peut-être pas le match du jeudi, mais si la série se rendrait en 7 à Laval, un match numéro 7, je suis sûr qu'on risque d'avoir ce genre de foule-là aussi à Laval. Là, on risque d'être proche du 3000 s'il y a un match numéro 7 pour accéder à la finale. Donc, effectivement, mais oui, il y avait beaucoup de...
faut mentionner que sur le 3000, ouais. il y avait quand même plusieurs fans de Laval, au moins une centaine. Donc, ouais, les fans de Laval, tu sais, comme à Sorel, il y a tout le temps beaucoup de fans de Laval. En fait, le voyage, peut-être le mentionner, je pense que c'était organisé par Chris Lamère et ça a été payé par Joe Slice Transport, je crois, le transport. Donc, les chanceux ont pu aller regarder la partie. Les chanceux de Laval ont pu aller voir une bonne partie de leur équipe là, à Rivière-du-Loup. Exact. Puis sinon, au niveau de la Ligue, il n'y a pas beaucoup de nouvelles comme telles là, de Ligue. C'est tranquille à ce niveau-là. C'est vraiment le hockey en ce moment, là, donc le hockey des séries. Par contre, mentionner là, qu'il y a eu un beau geste là, des Marquis avant la rencontre. Là. Donc, il y avait Jenny Lee, âgée de 8 ans, là, qui atteint une maladie grave, qui a besoin là, d'une greffe de foie prochainement, là, qui a pu rencontrer les joueurs dans la chambre, visiter la chambre là, des Marquis, effectuer la mise au jeu protocolaire. Donc, très beau geste là, de la part des Marquis. Puis on lui souhaite d'obtenir sa greffe en premier lieu, puis qu'elle réussisse à retrouver la santé par la suite. Mais c'était toujours un beau geste là, à voir là, de la part des équipes de la Ligue. Sinon, Jonathan Fortin qui complète aussi avec tapis rouge et piscine active pour commanditaires qui ont aidé là, pour le transport à Laval. Donc, merci. C'est bon. Puis ensuite de ça, il y avait une petite nouvelle niveau hockey qui, je ne sais pas à quel point ça va avoir un lien avec la Ligue, peut-être dans le futur ou pas, mais il y a Serge Fortier, l'entraîneur qui a gagné la Coupe l'an dernier à Saint-Jean. Forcier, qu'en plus, je l'ai côtoyé à Sorel. Je ne devrais pas faire d'erreur dans son nom, mais ouais, Serge Forcier qui, dans le fond, a annoncé qu'il revenait là, au Québec pour des raisons familiales, lui qui avait été entraîneur-chef en France cette saison. Donc, à suivre s'il va vouloir revenir dans le circuit. Quand même été à Beauce là, en entrevue. A quand même tenu à dire que c'était pas parce qu'il acceptait un poste d'entraîneur-chef au Québec qui revenait au Québec. Mais tu sais, à suivre, on sait que c'est un bon entraîneur qui connaît la Ligue. Si on entend des rumeurs qu'il y aurait peut-être 2 nouvelles équipes, ça serait peut-être... Il risque de recevoir une coupe d'appel. Il va recevoir. Parlant de ces rumeurs-là, il y a justement Stéphane Rouleau, l'un des propriétaires du Coulafan de Saint-Georges, qui avait donné une entrevue, lui aussi, là, je ne me rappelle plus où, malheureusement, là, mais j'ai lu ça cette semaine, qui lui aussi, dans le fond, on alimente les rumeurs. Là, c'est sûr que les noms qui reviennent souvent, c'est Saint-Hyacinthe et Québec. J'imagine qu'il va y avoir des... S'il y a des annonces à se faire, comme j'ai dit la semaine dernière, ça risque de se faire là, probablement là, dans les prochaines semaines, j'imagine, parce qu'on n'attendra pas, comme j'ai dit, là, vers la fin du mois de juin, au mois de juillet. Là, on veut que tout soit réglé pour le draft, pour qu'on puisse faire le draft, parce qu'habituellement, les équipes veulent tout régler au mois de juin pour avoir leur été, là, juillet, août, là, pour pouvoir profiter là, de la saison morte un peu. Donc, ou de travailler pour signer des joueurs et continuer d'essayer de construire l'équipe. Exact. Yes. Sinon, on pourrait peut-être dire quelques salutations. Là, dans la salle, Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir les boys, bonne soirée. François Poliquin qui dit également bonsoir messieurs, bonne émission. Alex Brisebois qui dit allô. Céline et Gilbert également qui disent salut les boys. On avait quelques messages là, justement par rapport aux fans de Laval également là, qui ont fait le voyage à Rivière-du-Loup dans la salle. Le Cornwall Aviation et Centre du pneu aussi, Auto-Unis qui ont été qui ont aidé pour le voyage à Laval. Je pense que c'est tout. C'est ça. On a été gâtés. Non, Dave, Robert n'est pas encore dans la salle d'attente. Malheureusement, un de nos invités a eu quelques soucis technologiques
pour se connecter. Sinon, est-ce qu'on a d'autres nouvelles ou on pourrait peut-être y aller avec Mathieu? Puis finalement, on voulait avoir nos deux invités en même temps. Ouais, ben vas-y, essaie d'y aller peut-être avec Mathieu pendant que je communique avec Robert. C'est ça. Mathieu agissait à titre de soutien technique. Tantôt. Il vient de rouvrir sa caméra. Donc, on va commencer avec Mathieu. Hey, bonsoir Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, yes. Donc, Mathieu Caron, directeur officiel de la LNAH. Même ton titre, là, t'es plus big shot que nous autres. Là. Il y a même un titre avec ton nom. Un titre, ouais. J'ai vu le champ, fait que je vais le remplir, là. Donc, bienvenue au podcast La Source LNAH. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est intéressant là, de peut-être un petit peu plus connaître là, les gens qui côtoient la Ligue là, sur une base régulière. C'est la première année là, que tu es directeur des officiels de la Ligue. Tu as eu ta nomination là, l'été dernier, au début de la saison. Dans son ensemble, là, comment se passe ta... Juste vite dire, je vais revenir dans 2 minutes. Je vais quitter pour essayer de... d'aider Robert Chamberlain, puis je reviens. Bon. Donc, comment s'est passée ta saison jusqu'ici, Mathieu? Ben, écoute, c'est sûr que quand j'ai été approché là, au début du mois de mai, là, donc pour ce poste-là, ben j'ai dit, ben écoute, j'ai pensé à tout, j'ai regardé les pour et les contre. Je suis impliqué beaucoup dans le hockey senior depuis plusieurs années aussi, puis même depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Donc, je connais ce monde de hockey-là. Donc, quand j'ai eu l'opportunité, j'ai dit, ben écoute, je vais peut-être rencontrer là les propriétaires là, à voir ce qu'ils s'attendent un peu de moi, puis qu'est-ce que je suis capable de pouvoir leur offrir aussi. Donc après cette rencontre-là, ben ça a été, je pense qu'on est né avec un accord ensemble et ça m'a permis justement là d'avoir le poste au mois de juin. Puis donc c'est sûr que je suis pas dans l'inconnu non plus de la Ligue nord-américaine parce que j'ai été superviseur en 2016-2017 avec dans l'ère de quand c'était Jim Chendick qui était le directeur des officiels. Donc je supervisais là dans la ligue là pendant ces 2 années-là. Donc la majorité des gars qui sont là présentement, là, je les connaissais tous déjà puis ils me connaissaient déjà. Donc j'arrivais pas dans un monde inconnu non plus. Et une chose qui est différente un peu qui est un peu la première fois dans la Ligue nord-américaine là, pour ce poste-là, c'est que c'est la première fois que c'est un officiel qui ne fait pas partie, qui n'a pas arbitré dans la Ligue, qui occupe ce poste-là. Donc, jamais arbitré dans la Ligue. J'ai jamais arbitré dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu d'antécédent avec personne en tant que tel, là, avec les équipes. Tout. Fait que j'arrive vraiment là avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. Et ça a quand même bien été. J'ai eu des ajustements à faire là-dessus, c'est sûr et certain. Puis je l'ai dit, c'est sûr que je serais pas parfait là à la première année là à l'an 1, mais le livre des leçons apprises a été rempli. Puis je vais pouvoir justement là apporter tout ça là dès que la saison va finir là à la mi-mai. Donc je vais déjà me mettre au travail là pour la prochaine saison 2024-2025. Il y a une autre nomination en même temps que toi l'été dernier. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais bien. Justin Saint-Pierre, là, qui a été nommé comme conseiller spécial au directeur des officiels. Vous avez une école de hockey, d'arbitre ensemble, excuse-moi, que vous avez parti il y a quelques années. C'est quelqu'un que tu côtoies, que tu connais bien. Ben, effectivement, Justin, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, puis on a parti notre équipe l'école d'arbitre là dans la région aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean là en 2018 et c'est vraiment un succès d'année en année. Donc on a tous les deux la passion pour l'arbitrage. Donc Justin qui arrive de la Ligue nationale, une vision aussi
qu'il y a, lui, dans la Ligue nationale, mélangé avec ma vision que j'ai de l'expérience du senior. Puis c'est là qu'on réussit à faire un consensus vraiment là, quand on donne les guidelines là, pour comment on voit ça selon toujours selon nos visions et tout. Justin s'occupe vraiment principalement des gauchards. Il y a plus d'expérience là-dedans. Moi, je suis un linesman de base aussi, fait que je m'occupe vraiment plus des linesmen et de tout ce qui est les alentours. Mais c'est vraiment là, on a nos tâches, mais on se parle à tous les jours, puis quasiment 3 fois par jour, justement, ces temps-ci. Donc, on est vraiment là, on veut vraiment. On cherche vraiment que les arbitres soient vraiment bien encadrés. Puis je pense que c'est ce qu'on a eu un peu comme commentaire des officiels, c'est que nous autres, on a encore des officiels en tant que tels. Moi, tous les fins de semaine, là, après les matchs, je regarde tous les matchs qui ont de la fin de semaine là, et je fais des captures d'écran. Je voulais te demander un peu, c'était ma prochaine question. En quoi ça consiste un directeur des officiels de la LNH? Tu sais, quand j'ai passé quand j'ai rencontré les propriétaires, c'est la façon que j'ai vu ça, c'est vraiment d'utiliser beaucoup plus la technologie LNH TV et de faire en sorte de pouvoir, regarder les matchs, capturer des séquences, puis les envoyer aux gars. Puis c'est ça c'était un gros plus-value pour les gars. Tu sais, on leur parle t'es dans l'aréna, tu prends des notes, t'arrives, après ça, tu parles avec les gars. C'est là, peut-être pas la séquence dans la tête, tout ça, mais à ce temps, vraiment, avec les captures d'écran qu'on a, mais on arrive, on leur montre, regarde la séquence, puis tout ça, puis là, ils disent, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu voir ça de notre façon de même. Fait que c'est vraiment ça qu'on développe avec eux autres. Puis, quand il arrive une situation, ça arrive plus avec des gars de charge qu'avec les juges de ligne, mais quasiment, quand il arrive des situations qu'on voit, on parle avec les gars, on les appelle, on dit, hey, ben, écoute, c'est ta situation, comment tu l'as vu, comment tu verrais ça d'une autre façon et tout. Puis c'est comme ça qu'on voit au développement des officiels. Même si c'est des arbitres, ça fait des années qu'ils arbitrent, il y a toujours du développement à faire et on est justement là pour pouvoir les encadrer là-dedans. Donc, le plus-value, c'est vraiment l'encadrement là, qu'on apporte, là, moi puis Justin, là, avec ceux-ci. Tu parlais que tu visionnais les séquences, que tu envoyais aux arbitres, aux juges de ligne, tout ça, que vous discutiez ensemble. Mais est-ce que tu as à voyager là, parfois, de pouvoir peut-être aller voir sur place des matchs, rencontrer les oui, ben effectivement, ben tu sais, je réside au Saguenay, donc je vais pouvoir les games le plus souvent à Jonquière que je peux être ailleurs. Cependant, tu sais, je voyage quand même une à 2 fois par mois là dans les différentes arénas de la ligue pour justement voir un peu l'ambiance et tout. Donc oui, je voyage. Je me suis limité à une à 2 fois par mois, mais le fait de travailler avec LNH TV m'aide beaucoup là dans mon travail en tant que tel. Ça, notre autre invité est dans la salle d'attente, mais c'est David qui est plus là, donc j'attendais que David revienne. On va pouvoir rentrer peut-être Robert. Je ne sais pas si tu es avec ton cellulaire, Robert, mais peut-être le mettre sur l'horizontale. Je pense qu'en ce moment, il est à la verticale. Ah, parfait. OK. Donc, David, il me dit j'arrive, je vais m'assurer qu'il soit là avant. Donc, on va rentrer Robert tout de suite. La joie du live. Oui, exact. Bon. Voilà, David est arrivé au même moment. Robert Chamberlain, officiel à la retraite de la LNH. Comment ça va? Ça va bien. Là, je m'excuse, je vous entends pas très bien, par exemple. Je ne sais pas si c'est... À part qu'on te voit bien, on t'entend bien, à part qu'on voyait un doigt là, qui était dans la caméra, mais sinon tout est bien. Désolé, je ne suis pas très techno. Faut croire que ma belle-sœur puis ma blonde non plus, fait que peut-être parce que je suis trop loin de vous autres, c'est peut-être ça la raison. Ouais, c'est ça. Là, je vois que t'as quand même un petit ton bronzé dans le communiqué là, de retraite. Ça veut dire que tu allais voyager. T'es-tu en déplacement dans le sud en ce moment? Oui, ben c'est un petit peu la raison pourquoi j'ai fait mon dernier match le 19 janvier.
Cette année, j'ai pris une demi-année scolaire. Je suis enseignant, fait que je prépare ma retraite tranquillement. J'ai ma retraite d'arbitrage cette année. Puis l'an prochain, ça va être ma dernière année comme enseignant. Fait que je suis venu explorer ici en Floride. Yes. Fait que je suis ici depuis le 30 janvier. OK. On va en parler un petit peu plus tard de peut-être vos carrières. Là. Tu dis que tu es professeur. Tu es professeur en éducation physique à une école secondaire en ce moment. On va en parler également avec Mathieu, directeur des officiels, qui est là. Mais je vais y aller avec ma première question là, que je voulais vous poser là, à vous deux, là, de vous avoir, vous deux. Là. Pour être arbitre, on va commencer ça en force. Là. Pour être arbitre, est-ce qu'il faut être masochiste? Là? Est-ce qu'il faut aimer avoir mal? Ça, c'est toute une question. Après, on pourrait dire, après 27 saisons dans la LNH, plus de 900 matchs officiers depuis 1996, est-ce qu'il faut être masochiste? Je pense que on est masochiste lorsqu'on commence notre carrière. Quand on commence au hockey mineur, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont poursuivi leur carrière parce que quand tu commences à 17 ans, moi j'ai commencé à 17 ans, il y en a qui commencent plus tôt que ça aujourd'hui. Moi, à 17 ans, je dirais que j'étais prêt à commencer. Il y en a qui commencent à 14, je trouve ça jeune un peu, mais c'est peut-être la raison pour laquelle il y en a plusieurs qui abandonnent après un an ou deux, là, parce qu'à 14 ans, là, tu parles de masochisme, là, quand tu te fais crier des bêtises à 14 ans par des adultes, par des parents qui sont par des coachs adultes, par des parents, j'en connais, moi, des collègues à ce niveau-là qui ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas capables d'accepter la critique. C'est sûr que quand je suis arrivé dans la Ligue nord-américaine à 27 ans, j'avais déjà 10 années d'expérience derrière la cravate. J'avais arbitré 2 ans au niveau provincial, au niveau midget 3A, collégial, junior 3A. Fait que j'avais un petit peu d'expérience. Ma carapace était faite. Fait que rendu là, c'est pas être maso, c'est aimer la game. Je pense que c'est aimer la game. Tous ceux qui arbitrent en ce moment, peu importe les catégories, même les jeunes qui commencent parce qu'ils aiment le hockey. Je parle du hockey, mais que ce soit n'importe quel sport. Quand tu arbitres un sport, c'est parce que tu aimes ce sport-là. Moi, j'ai beaucoup aimé le hockey. J'ai joué au hockey, moi aussi, comme beaucoup de jeunes. Puis, malheureusement, j'avais pas les... Et Mathieu, vous avez joué au hockey. Est-ce que vous avez eu une grosse carrière au hockey aussi? Parce qu'on voit dans la LNH, c'est de plus en plus populaire, là, des arbitres qui ont été des joueurs de hockey. Là. Êtes-vous des joueurs de hockey? Peut-être Robert en premier? Ouais. Ben, moi, j'ai joué double lettre. Moi, j'ai commencé à jouer sur le tard parce que quand j'étais plus jeune, au niveau famille, on n'avait pas beaucoup de sous. Fait que je jouais sur la patinoire extérieure à l'école. J'ai commencé à jouer bantam deuxième année. Puis j'avais un certain talent, mais pas de là à jouer dans la Ligue nationale. Fait que ma première année, j'ai joué bantam 2C. Okay. À ma deuxième année bantam. Puis après ça, ben la première année midget, là, je n'étais pas assez fort jouer 2 lettres. J'ai joué dans le simple lettre. Puis ma deuxième année midget, là, j'ai joué 2 lettres. Fait que, mais non, j'ai joué collégial ensuite quand je suis à l'école au Cégep de Joliette. Mais pas de là à faire une carrière. Fait que moi, ce qui m'a amené dans l'arbitrage, c'est que mon professeur d'éducation physique en secondaire 5, il était responsable des arbitres à Joliette. Okay. Puis, ben, il voyait que j'avais un talent au niveau sportif. Fait qu'il m'a embarqué. Puis, je l'ai pas regretté. Admettons que je l'ai pas regretté. J'ai bien aimé ça. Mon cheminement, ça fait 40 ans que j'arbitre au hockey. Puis là, oui, j'ai quitté la ligne, la LNAH, mais l'an prochain, j'ai l'intention de revenir faire une dernière année au hockey mineur pour boucler la boucle, parce que c'est un peu ça qui m'a mis au monde, là, veux pas, là, au niveau de l'arbitrage. Fait que c'est ça. Je pense, c'est sûr. Ouais, je pense faire une dernière année, là. Puis c'est drôle parce que suite à l'annonce que je passerai à votre émission ce soir,
y a un officiel de ma région qui m'a contacté là pour que je lui donne des conseils là pour la prochaine année. Fait que c'est ça, on s'est échangé, là, même si je suis en Floride en ce moment, on s'est échangé des messengers. Puis moi, c'est sûr que ça va me faire plaisir d'aller arbitrer avec les jeunes qui veulent embarquer dans l'arbitrage, puis essayer de les aider là, à prendre la relève. Là. Fait qu'après peut-être cette dernière année-là, je pense que tu étais quasiment en train de trouver un travail de consultant. Là. Pardon? Tu es en train de trouver un travail de consultant après les gens qui t'appellent. Ouais, mais tu sais, c'est pas. Moi, j'ai envie de le faire en étant sur la glace avec les jeunes, là, pas nécessairement en m'assoyant dans les estrades et à superviser. Là. Je pense que la meilleure école, c'est d'être sur la glace et de donner des conseils aux arrêts de jeu, aux périodes. Fait que c'est un peu l'intention que j'ai pour la prochaine année. De ton côté, Mathieu, la carrière de hockey? Carrière de hockey a été. J'ai fait. Moi, j'arrive. Je viens d'un petit village là, dans la Chaudière-Appalaches qui est Saint-Jean-Port-Joli et j'ai joué justement à Saint-Pleulette tout le long de ma carrière jusqu'à Mantam. Mais j'avais déjà le vouloir d'arbitrer au hockey dès l'âge à peu près de 14 ans. Je pense qu'on jouait dans la rue, je voulais pas jouer avec les gars, je voulais arbitrer le match. C'était ça, j'avais mon petit set en plastique. Fait que j'avais quand même la passion depuis longtemps. Puis j'ai eu l'occasion de commencer là, en 2000 là, l'arbitrage, puis ça fait maintenant 23, je viens de finir ma 23e année là, dans ce monde-là. Puis la passion, je l'ai eu. J'ai quand même monté quand même assez rapidement un peu dans les échelons quand je suis parti en Port-Joli pour m'en aller dans la région de Québec. Donc, j'ai pu avoir plusieurs expériences là-dessus. Puis la plus belle expérience que j'ai eue dans l'arbitrage, ça a été quand j'ai fait le tournoi Pee-Wee de Québec, là, la finale de la classe 2A, où c'était les petits remparts qui jouaient contre Hershey. Écoute, dans le Colisée, là, il y avait 10 000 personnes. Là, c'était quelque chose. Puis au tournoi Pee-Wee, là, c'est pas des 20 minutes, là, c'est 2-10 à 1-12, là. Je peux vous dire qu'après juste 32 minutes de temps de glace-là, on était brûlés bien raide. Donc, ça a été vraiment un match avec beaucoup d'émotions et tout. Puis après ça, ben, je me suis en allé déjà dans mes débuts, là, je commençais déjà dans l'appointement puis dans la supervision. Et puis c'est ça, au fil du temps, là, je suis rendu ce que je suis rendu là présentement. On parle de passion, là, Mathieu. Tu dis que ça fait 23 ans, Robert, depuis que tu as 17 ans. Cette passion-là, comment elle se nourrit au fil des années? C'est quoi les défis peut-être d'un arbitre? Les défis, c'est toujours essayer de performer année après année. Oui, on fait des erreurs, là, comme dans n'importe quel sport, les officiels font des erreurs. C'est d'essayer de rester le plus constant possible. Puis de rester au sommet, si on veut, là. On dit toujours que arriver en haut, c'est une chose, mais d'y rester, c'est une autre chose. Fait que dans ma carrière, c'était ça le plus gros défi. Parce que veut pas, à un moment donné, on prend de l'âge, puis c'est sûr que le fait de tomber à 4 arbitres, ça a sauvé des carrières de beaucoup de monde, parce que le hockey est de plus en plus rapide. Donc, oui, ça m'a aidé, puis ça a aidé plusieurs autres arbitres. Là. Mais en enlevant la ligne rouge aussi, à un moment donné, ça oui, ça, rapide. Effectivement, fait que ça donnait beaucoup plus de travail aux juges de ligne, le fait qu'il n'y avait plus de ligne rouge. Fait que le grand penseur là, qui a pensé à ajouter un deuxième arbitre, lui, il a vu juste, puis c'est ça. Le hockey est de plus en plus rapide. On le voit aujourd'hui, là, peu importe le niveau. Arbitrer à partir, je dirais qu'à partir des grosses ligues, là, Midget 3A, là, puis je dirais même avant ça, là, à partir de Midget, là, arbitrer tout seul, là, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. De ton côté, Mathieu, je pense... vas-y.
Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est le défi là, c'est vraiment de garder la forme là. Tu sais, moi, je m'en rends compte un peu plus depuis les dernières années. Là, je viens de franchir le cap du 40 ans là, à peine quelques semaines. Fait que là, je me... Check, c'est qui se plaint là. Regarde ce qu'on a ici en bas à gauche. Donc, ben écoute, tu sais, c'est sûr que je me rends compte là, justement que la forme, c'est important quand même de la maintenir parce que quand on fait justement des calibres plus élevés, là, t'as besoin justement d'être en forme parce que après une période, t'es brûlé, là, ça va pas bien, là, tu sais, fait que c'est pour ça que moi, c'était un défi que j'ai eu au cours des dernières années, là, et tout. C'est sûr que quand on regarde Bob en shape comme qui est là, on se dit, ouais, donc, il a l'air d'un gars de 25 ans encore, là. Il peut commencer encore 20 ans à arbitrer. Mais non, c'est vraiment le gros défi aussi. Puis c'est de faire aussi, puis ce qu'on conseille vraiment aux jeunes là, à notre école, c'est de faire la carapace. C'est de faire la carapace un peu des critiques que tu peux avoir et tout. Puis ça a pris du temps avant que je l'aille. Mais quand j'ai été capable de pouvoir faire la carapace puis me dire, hey, il me crie après. Ça me fait quoi dans ma vie? Ça me fait, quand j'ai commencé à faire ça, ça allait encore mieux. Puis c'est des choses qu'on enseigne, à nos jeunes officiels. Puis parce que de base, faut pas prendre une attaque, là, une critique tant personnelle. Ça, faut pas la prendre de même parce que quand on crie après un officiel, c'est pas après l'individu, c'est après son chandail. C'est ça qu'il faut faire. C'est quand tu portes un chandail rayé, ben, c'est là que tu viens une cible un peu là, des critiques et tout ça. Mais quand t'as plus ton chandail, puis après ça, t'as fini ta game, c'est tout qu'un autre monde. Hein. Fait que c'est ça qui est à faire. C'est ça qu'on enseigne à nos jeunes, de garder, de se faire cette petite carapace-là, puis que ça va permettre justement de pouvoir avancer puis continuer dans cette passion-là. Si des fois, on entend souvent les joueurs qui se motivent en entendant la foule leur crier des affaires. Que ça soit gentil ou pas gentil. Du côté d'un officiel, on dit souvent des fois que le hockey senior aussi, ça fait partie du folklore là, du côté des partisans, peut-être crier des choses que ça soit aux joueurs ou aux arbitres. Tu parles de carapace, puis Robert a peut-être connu en plus une époque là, pour avoir commencé en 1996, qui était un peu plus rude qu'aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on la fait, cette carapace-là? Je veux dire, tu te mets sur une cassette là, avec du monde qui sont en train de sacrer, tu travailles, puis à un moment donné, tu écoutes ta cassette, puis tu l'entends plus, c'est quoi? Bon, effectivement, c'est ça. À un moment donné, on fait abstraction de ce niveau-là, de se faire critiquer, de se faire crier après. On le sait que, tu sais, on est humain, là. On le sait. Moi, quand je fais une mauvaise décision, des fois, je le sais. Puis oui, ça fait partie du match de se faire critiquer. J'écoutais Canadien Détroit hier, puis les partisans de Détroit, ils ont manifesté leur mécontentement à certains égards. Mais ça fait partie de la game. En autant que ça se fasse dans le respect, il y a des gens qui sont très partisans. C'est sûr qu'il y en a qui manifestent plus que d'autres. Moi, quand je vais avoir joué un match de hockey, quand je regarde le Canadien, c'est sûr que je ne prends pas pour le Canadien, mais je suis content quand le Canadien est en série, mais je ne critique pas les arbitres jamais parce que je le sais c'est quoi. Je sais c'est quoi être arbitre. Puis je sais qu'ils font des erreurs, puis je les comprends. Fait que quand je suis au Centre Bell, admettons, puis que je suis dans la 8e rangée, et moi, c'est drôle, par rapport aux arbitres, je manque moins de décisions que d'autres. Parce que moi, j'ai une vue d'ensemble du jeu, tandis qu'eux, ils font partie de l'action. Il y a des joueurs qui passent devant eux. Écoutez, là, quand moi, là, je suis sur la patinoire, je suis dans le coin de la patinoire, puis qu'il y a un joueur, là, on va dire dans le temps, Mathieu Raby ou peu importe, un pas de côté passe devant toi puis qu'il arrive une situation au-delà de ce joueur-là, mais c'est sûr que lui, il m'a obstrué la vue. Fait que c'est possible que j'aie manqué une infraction quelconque. Mais quand tu es assis dans les estrades, puis les gérants d'estrade, on en voit beaucoup, là, et puis ils ont raison.
ils ont raison de manifester leur désaccord parce que, oui, eux, de la situation, oui, de la position qu'ils ont dans les estrades, ben, ils ont mieux vu la situation que les officiels qui étaient sur la glace. Fait que, c'est sûr, avec les années, on fait abstraction de ça. Je dirais que dans les moments où j'ai été le plus en doute, c'est qu'il y a certains entraîneurs que tu n'entends pratiquement jamais. Les autres, là, ils manifestent jamais leur mécontentement, mais quand ils le font, ça te met dans le doute. Parce qu'eux, ils font pas ça sans arrêt. Des fois, il y a des entraîneurs qui pendant le match, ils vont faire voir leur mécontentement, mais tu sais qu'ils n'ont pas raison. Mais ils essaient de t'influencer. Ils essaient de nous influencer pour prendre avantage. Mais des entraîneurs, là, je ne suis pas gêné de le dire parce que là, il n'entraîne plus, mais un coach comme Francis Brault, quand Francis, là, il te faisait part de son mécontentement, moi, ça me mettait dans le doute, puis c'était la même chose pour mes collègues. Même chose pour comme un gars comme Serge Forcier. Serge Forcier, là, derrière le banc, là, tu ne l'entends pas, mais quand il te fait des gros yeux, là, c'est parce qu'il veut te faire voir que là, cette fois-ci, mon Bob, tu l'as manqué. Ça arrive-tu des fois, justement, on parle de Carapace, que justement, pendant une game, il y a de quoi, ça se passe trop vite, puis là, tu te rends compte 5 secondes, 10 secondes plus tard, tu dis, ah, Colin, celle-là, je l'ai manqué, puis là, tu te dis, ah, ça va pleuvoir, là, je me prépare parce que là, je sais que la foule ne sera pas contente. Est-ce que ça arrive des fois que tu fais comme, ah, c'est comme je sais pas, un joueur qui manque son breakaway, tu sais, qui revient au banc, la tête basse, comme, oh fuck, tu sais, là, je vais y goûter. Là, tu es gentil parce que tu as dit 5-10 secondes, mais des fois, c'est dans la seconde qui suit. C'est pas bien long, là. Avec l'expérience, dans la seconde qui suit, tu sais que tu viens de manquer un call. Tu n'étais pas certain parce que quand on appelle une décision, il faut être certain à 100%. Des fois, on est certain à 100%, sauf que tu te rends compte après avoir regardé le match, admettons le lendemain, là, parce que nous, on regarde les matchs comme vous là, sur LNEH TV, on se rend compte qu'on s'est trompé. Puis même des fois, dans la chambre, on se parle. On se parle entre les périodes, puis on se dit, ouais, je l'ai manqué, celle-là, ou je pose la question à mes juges de ligne, ce cas-là, pensez-vous qu'il était bon? Puis, on ne gêne pas, là. Il n'y a personne qui se gêne dans le staff, là. Peut-être, c'est sûr que le rookie qui arrive dans la ligue, là, il est peut-être gêné parce qu'il arbitre avec un vétéran, puis il dit, ouais, moi, quand lui a commencé dans la ligue, moi, je n'étais pas au monde, fait que... Tu trahis ton âge, là, en disant ça. Ouais, mais c'est un peu la raison pourquoi je prends ma retraite, là. C'est rendu que j'arbitre avec des gars qui n'étaient pas au monde quand j'ai commencé dans la ligue. Fait que j'ai mieux me retirer, là. On voit ça, des duos père-fils, de plus en plus au hockey. Ouais, fait que c'est ça. Donc, oui, ouais, on le sait que si on en manque une, surtout contre un joueur de l'équipe locale, on le sait qu'on va se faire crier des bêtises. Puis des fois, aujourd'hui, heureusement, si vous avez suivi ça dans le temps, là, quand ça a commencé, là, ils se lançaient des verres de bière, des bouteilles d'eau. C'était incroyable, là. Mais là, aujourd'hui, c'est pas mal plus respectueux. Les gens manifestent leur désaccord en nous chahutant. Ça, c'est correct. Ça, moi, j'ai pas de trouble avec ça, là. Puis, des fois, je dis la même chose aux joueurs qui sont au banc de punition parce qu'il y a des partisans qui aiment les narguer. Là, les joueurs, ils m'appellent. Bob, il arrête pas de crier après moi, il frappe dans la vitre. Ouais, il frappe dans la vitre, mais il te frappe pas toi, là, puis il s'en prend pas à ta personne. Et malheureusement, oui, des fois, ça déborde, mais on dirait que c'est la mentalité du hockey, ça fait partie du jeu. Y a-tu dans ta carrière, y a-tu on parle justement de Carapace, y a-tu un partisan une fois qui, je sais pas, un call ou que tu te rappellerais là, qui t'avait marqué t'avait peut-être fait rire? Ouais, je me rappelle de m'être fait lancer des verres de bière. Pas plus tard que l'an passé, un verre de Gatorade. Mais dans le temps, on avait reçu Paul Chance, puis il nous avait dit qu'il avait reçu une poutine, puis il en avait même pris une bouchée. Oui. Paul, j'étais là ce soir-là. Le plus drôle, c'est que
Je sais pas si vous l'avez dit. Il a ramassé. Il n'a pas fait lancer de poutine. Mais... Non, mais Paul, lui, ça l'est fait lancer. Puis le plus drôle, c'est que Paul, vous connaissez Paul, là, probablement. Là. Paul, il avait ramassé le casseau de poutine, puis il s'était mis à manger le restant qu'il y avait dans le casseau. Ça, c'était à Laval, c'était tout un show. C'était tout un show. Comme seul Paul Chance, peut-être pas le seul. Il y en a d'autres qui ont été capables de donner des shows, mais Paul, c'était tout un numéro. D'avoir les partisans aussi, je vais poser la question à Mathieu. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Mais 10 minutes avant ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait dire que si les partisans, peut-être quand ils crient après les joueurs, ça les motive du côté des arbitres, ça vous force à rester alerte? Bah, écoute, comme je te dis, à un moment donné, on les entend plus, ça lasse à force. Quand on est tellement concentré à notre match, c'est que les partisans, qu'est-ce qui se passe dans l'estrade, on n'a plus vraiment l'attention à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que, puis quand c'est encore. On entend moins, plus que tu as de monde dans l'estrade, ben moins tu entends un peu qu'est-ce qui peut se dire et tout. Là. Quand tu es dans une petite arena avec 200 personnes, là, c'est sûr que c'est plus facile. Mais plus que tu as de monde, mais plus que ça chahute tellement que tu n'entends pas pantoute qu'est-ce qui se dit et tout. Fait que si t'es concentré sur ton match, tu regardes pas les estrades, c'est pas un encouragement pour nous autres, c'est plutôt genre oui, ça nous donne quand t'as une bonne foule, tout ça, oui, t'as une certaine crédibilité à avoir là dans ton en toi, puis justement ça te motive encore plus. Mais tu sais, c'est puis je vais en faire un retour un peu, c'est des fois que t'arrives justement avec des calls qui peut-être t'as peut-être manqué un call, ces choses-là. Nous autres, ce qu'on dit souvent aux gars, je dis hey, essayez pas de vous cacher en vous inventant une histoire, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Soyez honnête, soyez honnête. Si tu l'as manqué, puis le gars vient te voir et dit écoute, excuse-moi là, de l'angle que je t'étais, je l'ai pas vu. Fait que on n'est pas des robots encore. Je sais pas ce que ça va être dans les prochaines années. L'intelligence artificielle se développe. On sait pas, au pire, ça risque d'être ça, les arbitres vont être remplacés par des robots et peut-être et tout, mais c'est juste que on est des humains aussi, puis on n'a pas des yeux depuis la tête, il peut y avoir quelque chose qui peut essayer de passer là, il arrive quelque chose dans notre angle mort, on le voit pas. Oui, il y a 4 arbitres sur la glace, mais ça dépend. Des fois, puis Bob l'a dit tantôt, puis il a connu là, les différentes évolutions là, du hockey au fil des 25-30 dernières années. Le hockey est plus rapide, donc c'est pour ça que quand tu es concentré à ton match et tout ça, ça se peut que t'en manques une dans ta game, mais c'est pas parce que on veut punir une équipe à cause de ça ou qu'on veut. C'est vraiment pas ça. Nous autres, on est des humains. C'est tout simplement ça que je peux ajouter là-dessus. Juste pour enchérir ce que Mathieu vient de dire, je vais vous conter une anecdote. Vous en connaissez un entraîneur, il nommerai pas son nom, mais il coach à Thetford Mines. Attention, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est correct. Bobby et moi, on a une bonne relation, là. Puis Bobby est très volubile derrière le banc, vous le savez. À un moment donné, il me dit, on va le dire poliment, là, il dit, Bob, pas vu celle-là? Il dit, Bob, moi, j'y réponds, il dit, Bob, celle-là, si j'y voyais toutes, là, je serais à Columbus ce soir. Là, il me dit, de toute façon, ils sont pas meilleurs, eux autres, à Columbus. On va prendre ça comme un compliment. C'est ça. Je voulais parler un petit peu peut-être de vos... parce que vous êtes arbitre, mais je pense que ce n'est pas votre fonction principale. Robert, tu es professeur d'éducation physique. Tu viens du coin de Joliette, donc tu as à te déplacer aussi. En plus du travail, quand même un horaire chargé que tu as eu à travers ta oui, c'est un peu comme les joueurs. Il y a des joueurs qui ont un travail dans la vie de tous les jours. Moi, oui, les joueurs, eux, c'est sûr que la plupart du temps, ils réussissent à honorer leurs engagements au niveau du club. Là, c'est sûr que pour certains officiels, c'est pas toujours évident, là, mais
moi, j'ai toujours été capable, admettons, là, j'ai été dans l'enseignement, c'est sûr que moi, j'ai été un petit peu chanceux dans les 2 dernières années. Ça fait deux années consécutives que j'ai pas de cours à donner le vendredi après-midi. Fait que c'est sûr que ça me permet d'aller plus sur la route, ce qui certains confrères ne peuvent pas se permettre parce qu'ils doivent honorer leur horaire de travail jusqu'à 16 ou 17 heures. Fait que c'est difficile d'aller à Jonquière, Rivière-du-Loup, Saint-Georges-de-Beauce quand tu pars de Montréal. Moi, dans mon cas, ça m'a permis de le faire. Les années où il y avait un vendredi sur 2 que je travaillais, je disais à mon arbitre en chef, là, que ce soit Martin Wagner ou Jim Chendick, Patrice Normandin, je leur disais, si t'es vraiment mal pris, là, ces vendredis-là, je pourrais te dépanner, là, puis là, c'est sûr que. Tu me payes l'hôtel ou. Pardon? Puis tu me payes l'hôtel. Ah, ça, de toute façon, ça fait partie de la game, ça, pour les officiels, que quand tu as une certaine distance à parcourir, que la chambre d'hôtel peut être payée. C'est sûr que c'est comme, je prends un exemple, moi, Joliette, c'est quand même assez loin, mais j'ai des confrères là, qui restent à Laval. Fait que quand tu travailles jusqu'à midi, tu dois monter à Jonquière, revenir. J'ai des confrères qui, des fois, quand ils doivent revenir, ils reviennent à 4h30 du matin. Là, c'est rendu dangereux là, pour notre vie de conduire sur une si longue période de temps. Là. Fait que, mais c'est ça. Pour ma part, je m'en suis quand même assez bien tiré. Là. C'est sûr que dans les séries, des fois, c'est plus difficile. Là. Genre, je vois comme jeudi, il y a des matchs. Là. Fait que c'est sûr que quand les matchs, j'ai déjà fait Jonquière aller-retour un jeudi soir là, parce que je travaillais le vendredi matin puis je pouvais vraiment pas manquer ma journée de classe. Fait que ça, c'est des journées qui sont difficiles. Là. C'est pas la game comme telle qui est difficile, c'est le lendemain. Vous n'avez pas, vous, comme les joueurs, ils ont des vanettes. Du côté des officiels, vous avez votre auto personnel. J'imagine que la plupart du temps, c'est peut-être les arbitres qui sont à distance. Toi, tu es à Joliette. J'imagine que tu allais peut-être plus souvent à Laval ou à Saint-Roch l'année d'avant ou à Sorel. Ou... Pas nécessairement. Là. Mathieu pourrait te le dire. C'est sûr que si j'étais tout le temps, parce que je suis proche de Sorel ou de Laval, que je suis toujours à Sorel puis Laval, je pense que les entraîneurs seraient peut-être tannés de me voir tout le temps à Sorel ou à Laval. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut donner une disponibilité pour aller à l'extérieur aussi. Là. Et c'est sûr, dans le meilleur des mondes, la raison un peu pour laquelle j'ai décidé d'arrêter cette année, c'est que je suis tanné de voyager. J'étais tanné de voyager. Là. Dans les 27 dernières années, là, si j'ai calculé ça rapidement l'autre jour, là, j'ai parcouru environ 450 000 km dans ma carrière. Là. Pas plaisir à le croire. C'est ça que je disais à ma conjointe. Si on était capable de se téléporter de la maison à l'aréna, j'arbitrerais encore parce que j'ai encore la passion. Comme Mathieu a dit tantôt, je suis quand même en assez bonne forme physique pour un petit vieux. J'aurais probablement continué. Mais le voyagement là, commence à me rentrer dedans. Là. Puis dans l'assignation, comment je l'ai fait aussi, puis quand j'ai parlé avec les gars, certains gars me disaient hey, je suis tout le temps à la même place, j'ai jamais été à telle place et tout ça. On a juste 6 équipes, là. Il me semble que c'est pas nécessairement compliqué d'être là. Puis oui, on a des contraintes budgétaires et tout, ça fait partie de la game, mais moi j'avais dit, c'est sûr et certain que ça vous allez faire toutes les villes là, de la Ligue et tout pendant la saison. C'était mon mandat, puis d'essayer justement d'éviter de tout le temps être back-to-back dans la même place, parce que justement, c'est à un moment donné, tu peux être le meilleur arbitre, mais à un moment donné, le monde peut s'écœurer un peu, puis savoir un peu plus un autre officiel. Donc, c'est vraiment les rotations là, que je fais. C'est un de mes défis que j'ai dans mon rôle d'arbitre, chef. Si, Robert, si on rentre un petit peu plus dans le crunchy là, ou le fun de ta carrière, tu as commencé là, au début de la Ligue
quand c'était, on va se le dire, c'était une autre époque. Tu as commencé juge de ligne même, donc tu avais un petit peu plus le nez dans pas dire la merde, là, mais dans le trafic. Ouais, dans le trafic. C'est quoi tes souvenirs là, de justement, tes meilleurs souvenirs, disons, de cette époque-là où est-ce que arbitrer, là, des fois, fallait. Puis même en étant arbitre, des fois, j'imagine il y avait quelques débordements, fallait que tu ailles aider. Fallait que tu ailles aider juge de ligne. C'est quoi tes meilleurs souvenirs, si on veut, de cette époque-là? Ouf! Mes meilleurs souvenirs, c'est qu'il y a eu des sacrés de bons combats dans ce temps-là. Là. Les soirées, tu savais à quelle heure tu commençais, tu savais pas à quelle heure tu finissais. Aujourd'hui, à 5-10 minutes près, je pourrais te le dire, mais dans ce temps-là, c'était impossible de le dire. C'est ça, c'était des matchs intenses, tu savais à quoi t'attendre. Des fois, c'était même annoncé à l'avance. On arrivait à l'aréna, là, puis on arrivait 1h15, 1h30 avant le match, puis on sentait la fébrilité qu'il y avait dans l'amphithéâtre, là, que ce soit à Laval, Verdun, Sorel. Quand le Radio X était dans la ligue, là, début des années 2000, il y avait de la fébrilité, là. C'était ça, là. Les plus beaux souvenirs, là, c'est que nous autres, on disait ça dans le temps, on s'en va dans le zoo, là. On s'en va dans un zoo, là. On s'en va dans un zoo, là, puis c'est ça. Ça sera pas drôle, là. Y a-t-il un match ou quelque chose en particulier là, qui viendrait? Ah, le match le plus mémorable, c'était un mardi soir. L'année sur 27, là, je les ai pas toutes retenues, les parties, là, mais c'était un mardi soir. Je m'en rappelle comme c'était hier. C'était à Verdun. C'était le mardi avant la fin de la saison. La saison finissait le dimanche. C'était Sorel, non, c'était Laval contre Verdun, à Verdun. Le match voulait rien dire au classement. Par cœur, là, c'est une des équipes finissait deuxième, l'autre finissait troisième. Écoute, il avait annoncé que même s'il n'y avait pas d'enjeu au classement, que ça serait tout un match. Écoute, t'arrivais à l'aréna, il était 18h40. Le stationnement était plein. C'était déjà plein, là. Il avait annoncé, dans ce temps-là, c'était un dénommé Léon, là. Je ne me rappelle pas de son nom de famille. C'est lui qui vendait moitié-moitié à Verdun. Il avait déjà promis qu'il donnait 4 000 $ en moitié-moitié. C'était déjà prévu. Écoute, dans ce match-là, il y a eu 11 combats. À 23h19, la game a commencé à 20h. Là. À 23h19, il restait 9 minutes 29 au tableau. Puis là, dans ce temps-là, l'arbitre, c'était Tom Smith. Moi, j'étais juge de ligne. On arbitrait à 3. Tom, il est allé voir les deux entraîneurs parce que là, ça se battait plus juste à la glace, ça se battait dans les estrades. Fait que là, Tom est allé voir Pierre Pelletier. Pierre coachait à Laval. Puis il est allé voir ensuite, il est allé voir Pierre. Puis pour lui demander si c'était pas préférable d'arrêter la game. Pierre était d'accord. Tom est allé voir Michel Laurando, qui était l'entraîneur de Verdun. Michel était d'accord. On a arrêté le match. Il restait 9 minutes. Ouais. Il était 23h19. Ce que ça me fait penser, l'image que j'ai, tu sais, After Dark ou, tu sais, le bowling de minuit, là, quand les néons et tout ça. À un moment donné, il manquait tellement de combattants. Il manquait tellement de combattants que Corey Holland, qui s'était blessé après son premier combat, il s'était déshabillé. Puis là, il y avait les joueurs, ils se faisaient sortir parce que là, à un moment donné, quand tu te bats 2 fois, tu es sorti. Corey s'est rhabillé pour être capable de se battre avec des joueurs qui restaient de Verdun. Il s'est battu une 2e fois. C'était un bonus.
Peut-être un bonus pour ça. Ouais. J'avais déjà eu une conférence et Robert a arbitré aussi avec Christian Gilbert, là, qui était juste de ligne, puis il a arbitré aussi dans la Ligue. Puis je sais qu'une game au Colisée de Québec, dans le temps du Razo X, là, il a raconté l'histoire. Il dit écoute, on embarque sur la glace en première période. Oui, il y avait un peu d'aminosité. Puis ben là, drop elle fait ça, paf. Là, la bagarre générale part. Fait que là, démêle tout ça, t'en as pour à peu près une demi-heure, 40 minutes. Des fois, c'est long, là, tout aider une bagarre générale, tout ça. Fallait t'es déjà brûlé. Mais là, t'arrives, t'es bon, ben, on va reprendre le jeu. Mais là, t'es sur ta ligne, puis tu regardes le cadran, ben, il reste encore 19 minutes 59 secondes en première période, là. Ça fait, la game va être longue. T'es déjà brûlé de toute cette histoire-là, là. Je pense que c'était dans le bon folklore, là, de la Ligue, là, la Ligue de l'hockey senior dans la ligne professionnelle dans le temps, là. C'est, dans le début de la Ligue nord-américaine aussi, là. Je pense qu'il y avait du beau folklore dans ce temps-là. Quand vous parliez tantôt en début de show qu'il fallait se tenir en forme, je ne sais pas si dans ce temps-là, il fallait faire un petit peu plus de chest-bras pour séparer les gars. Là. Je ne sais pas. Non, pas nécessairement. Non. Comme d'autres métiers, comme les policiers, ils ont des méthodes d'intervention. Nous, dans l'arbitrage, c'est la même chose. Quand on sépare des joueurs, il y a des méthodes d'intervention. Des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps, là, mais en principe, les joueurs, de toute façon, on les laisse se battre. Ils se battent ensemble, ils sont là pour ça. Puis souvent, lorsque nous intervenons dans le combat, ben les joueurs sont épuisés, fait qu'ils sont plus facilement neutralisables. Fait que c'est là qu'on applique notre technique. Puis moi, dans ce temps-là, quand j'étais juge de ligne, puis je suis pas bien plus gros aujourd'hui, mais je pesais 178, 180 livres. Fait que c'est sûr que quand je tombais avec Joël Thériault ou Lynn Gates d'un bras, si j'avais pas une bonne technique, là, ou des fois, souvent, je leur parlais pour essayer de les calmer. Parce que veux pas, les gars sont un petit peu sous l'adrénaline, si on veut, là. Fait que, mais c'est ça, faut les ramener à la réalité, puis c'est de leur parler. C'est la bonne technique, là. Un coup que nous sommes intervenus dans le combat puis qu'on les a séparés, ben là, si on veut pas qu'ils retournent au combat, ben on leur parle, puis on les suit, puis on les maintient. Puis c'est comme ça. Moi, dans ma carrière, là, j'ai été bien chanceux. Là, dans tous les combats que j'ai séparés là, dans ce temps-là. J'ai jamais, il y a aucun joueur, là, il y en a un une fois qui m'a poussé dans le chest, là, parce qu'il voulait y retourner, là, parce qu'il avait l'impression qu'il avait perdu son combat, puis il voulait y retourner. Lui, c'est le seul, mais il n'y a aucun joueur qui m'a donné un coup de poing au visage ou un coup de coude ou j'ai été chanceux. J'ai des collègues, là, ils ont été moins chanceux, là, mais dont un à Sorel, là, que lui, il a reçu un bon coup de poing. David, je pense que tu dois l'avoir vu, là, parce que j'étais là. C'est ça. Lui, ça a mis fin à sa carrière, malheureusement, là. C'est dommage. Ah ouais, je savais pas qu'il avait peur. C'était un bon juge de ligne, là, puis c'est ça. Ça a mis fin à sa carrière. Des fois, ça prend c'est plate, c'est des moments, des situations déplorables comme ça qui mettent fin à une carrière, là. Ouais, mais c'était un accident, là. Oui, exact. C'était un accident, oui. Ben moi, je voulais te parler, Robert, peut-être d'une histoire, justement. Tu parles de chance. Il y a quand même un moment que tu n'as pas été chanceux. Je vais te rafraîchir la mémoire, mais j'aimerais que tu nous en parles. Saint-Hyacinthe, en 2008, tu as reçu un dégagement de Ted Laviolette qui t'a gravement blessé. Là. Effectivement, oui. Ça a été une malchance parce que c'est pas une question de naïveté de ma part. Là, il venait d'avoir une mise en échec le long de la bande. Puis là, j'avais l'impression qu'il était pour avoir un genre de chamaillage entre les deux joueurs. Puis là, la rondelle s'est retrouvée dans le coin. Moi, j'étais dans le coin opposé. Puis c'est ça. Puis là, Ted, son équipe était en infériorité numérique. Fait que quand il s'est dirigé à la rondelle, lui, Ted, c'était un droitier. Fait que là, il a voulu dégager par la bande, puis c'était pas pour mal faire. Là. Dans le fond, il voulait que la rondelle longe la bande pour sortir de la zone. Puis malheureusement, ben, il m'a frappé directement à la mâchoire. Là. C'était
c'était pas un lancer frappé à la tête de la violette, mais admettons que c'est un lancer frappé 3/4. Admettons que la rondelle arrivait au poste. J'ai quand même vu. Là, je me suis retrouvé avec une fracture de la mâchoire. J'ai vu 3 heureusement, j'ai pas. Pardon? 3 fractures, j'ai vu ça dans un article. Oui, ils ont marqué 3 fractures, là, mais c'était pas. Des fois, il faut en prendre pas à laisser. Là. Puis aussi, j'ai vu que le sang n'arrêtait pas de couler. Puis que ça a été un moment désagréable parce que c'est sûr que là, j'ai eu les premiers soins. La soigneuse de Saint-Hyacinthe dans ce temps-là, je ne me rappelle pas de son nom, a fait un bon travail. Puis là, c'est sûr, je me suis retrouvé à l'hôpital. Puis là, finalement, parce que là, j'avais une plaie ouverte. J'ai encore ma cicatrice, là, malheureusement, en vieillissant, elle ne disparaît pas. Là. Fait que là, c'est ça, j'avais une plaie ouverte. On voyait au travers, on voyait ma gencive, même si j'avais la bouche fermée. Fait que là, le médecin m'a recousu. Sauf que là, quand je suis revenu dans la salle d'attente, ils se sont rendus compte que même si j'étais cousu, que là, je saignais toujours à l'intérieur. C'est parce que j'avais j'ai un blanc, là. J'avais une artère de sectionnée. Avec l'impact, j'avais une artère de sectionnée. Fait que là, ils m'ont gardé à l'hôpital. Là, je savais que j'avais une fracture, mais je ne pouvais pas me faire opérer à Saint-Hyacinthe. Fait que là, ils m'ont gardé à l'urgence. Puis là, il y avait juste une salle d'opération disponible. Fait que là, je n'étais pas prioritaire. Fait que là, j'ai attendu un gros 2 heures, je dirais, là, avant de me faire recoudre l'artère, si on veut. Là. Puis c'est ça. Puis le lendemain matin, ben là, j'ai été transféré à l'hôpital à Joliette. Puis c'est là que j'ai été opéré. Le dimanche Super Bowl. Fait que j'ai regardé le Super Bowl à moitié endormi. Dans la salle d'hôpital ou tu étais revenu chez vous? Non, j'étais à l'hôpital toujours. Te rappelles-tu c'était lequel? Pardon? Te rappelles-tu c'était lequel Super Bowl ou t'étais trop, en 2008, t'as remis en arrière, là, mais je peux pas te dire c'était qui les équipes qui a gagné. Il y a une autre question que je voulais te poser. En tant qu'arbitre, c'est une question souvent que je vais poser aux joueurs. Tu sais, c'est quoi le meilleur coéquipier que tu as eu la chance d'avoir selon toi? Mais tu peux nous dire, mettons, en tant qu'arbitre, le ou les joueurs dans ta carrière que tu te dis, hey, je suis chanceux d'avoir eu la chance de les voir jouer sur la glace et des arbitrer comme les joueurs qui t'ont le plus. Les voir jouer en termes d'habileté ou en termes de respect? Je dirais en termes d'habilité ou peut-être de notoriété. OK. Bon, mettons en termes d'habileté, là, les joueurs, là, vous l'avez reçu là, dernièrement, je ne sais pas si c'est la semaine passée, là, Denis Paul. Oui. Denis Paul, t'as tout un joueur de hockey. Écoute, j'en ai vu des bons joueurs de hockey dans ce ligue-là. Là, David Saint-Pierre, Kevin Cloutier, Frédéric Vermette, là, je trouvais qu'il avait un coup de patin incroyable. Là. Il était beau à voir aller. Il y en a eu des joueurs, là, ça n'a pas de bon sens. Dominique Chasson, Éric Doucet, c'était des beaux patineurs. Là. Des beaux joueurs de hockey. Là. Il y en a eu dans la ligue des beaux joueurs de hockey. Il ne faut pas se cacher. Là. Même dans le temps, même si ça jouait tough, là, ça jouait dur, là, il y en avait des joueurs de hockey. Là. Il y en avait des bons. Michel Mongeau, là, quand il est arrivé du professionnel, là, et c'était tout un joueur de hockey. Là. Il donnait du fil de retard, par exemple, aux mises au jeu. Il n'était pas fin que moi. Là. Il aimait ça tricher un peu, lui. Mais il y a eu des beaux joueurs. Puis au niveau du respect, là, il y a des joueurs là, qui, écoute, c'était un charme les arbitrer. Denis Chalifou. Denis Chalifou, là, c'est le capitaine le plus respectueux que j'ai eu dans ma carrière. Des fois, là, il venait me voir et il me disait tu sais, je veux pas mettre ses coachs dans l'embarras, là, mais il venait me voir là, puis il me disait Bob, il dit mon coach, il veut que je vienne te parler là, parce qu'il n'est pas content de ton call, mais il t'a donné un bon call. Fait que ça, là, tu sais, des joueurs qui viennent pas te bullshiter comme ça, là, puis ils veulent pas te faire mal paraître, là. Ça, Denis Chalifou, c'est un bon, là. Denis, c'est pas pour te mettre dans sa poche, là. C'était vraiment... Pardon? C'était pas pour te mettre dans sa poche. Ah, je pense pas, non. Il n'y avait pas besoin de ça, Denis. Ouais. Denis n'avait pas besoin de ça. Il jouait sa game, puis
Sauf que si j'en manquais une, par exemple, là, lui, il me le faisait savoir. Surtout si j'étais contre lui, que je l'avais manqué, là. Ouais. Il me le faisait savoir. Mais c'est ça, il y a des joueurs là, que je regarde là, présentement là, Maxime Lecault à Thetford. Là, c'est sûr que c'est un nouveau capitaine, là, mais il est respectueux, vient de parler. Il est bien fin. Là. Un qui s'est beaucoup amélioré là, au niveau respect, c'est Yannick Tiffu. Tiff, là, je me rappelle, il y a quelques années, là, il vient me voir en Noël, jour de l'an, on était à Saint-Georges, puis il me dit, c'est au début de la première ou deuxième, non, au début de la deuxième ou troisième période, quand on patine, il me dit, là, il vient me voir, il patine à côté de moi, il dit, Bob, il dit, je sais que je suis pas fin avec vous autres, les arbitres, là, mais il dit, je vais avoir une nouvelle résolution, là, il dit, je vais chialer moi après vous autres, les arbitres. Ouais, il dit, bonne affaire, tu fais, là. C'est correct, ça, mon Tiff. Il l'a-tu tenu? Il dit, tu réussis à faire ça, mon Tiff, tu vas être bon pour arbitrer après ta carrière. C'est une question qu'on aurait pu demander, justement, là-dessus. Il va vous le dire. Pardon? Il l'a-tu tenu, sa résolution? Oui, il l'a tenu. Oui. C'est sûr qu'il était critiqueux, mais il était plus gentil dans sa critique. Il y a une question de Pierre, le 5, qui demande l'aréna le plus intimidant. Oh, intimidant. À Jonquière, c'est assez intimidant. À Jonquière, Sorel, quand il y a des bonnes foules, là, puis que les partisans embarquent, là, ouais, pas mal ça. À Thetford aussi, ça peut être intimidant. Pardon? Je pense que Pierre, il venait de Laval, par exemple. Ah, OK. Oui, Laval aussi. Je dirais que un aréna, c'est ça que tu dises Laval aussi. Oui, Laval, oui, c'est intimidant. Laval, veux pas, c'est intimidant, mais c'est moins pire que c'était. C'est moins pire que c'était. C'est sûr qu'il y a eu des années que c'était. Derrière le banc de punition, il y a des années que c'était pas drôle à Laval, là. Okay. Mais en tant que fan de Sorel, j'ai déjà vu, surtout en série, là, je ne sais pas si ça faisait partie de ces matchs-là, là, je ne me rappelle pas, mais j'ai déjà vu des matchs où est-ce que les arbitres ont dû attendre que la SQ arrive pour sortir de la patinoire. Là. Donc, heureusement, je n'étais pas là. Non, OK, ouais. Je m'en suis sauvé ce fois-là. Ouais, donc, non, ça a déjà été. Ouais. Oui, effectivement. Des fois, c'est ça. La partisanerie fait que tu n'acceptes pas que ton équipe, surtout dans les séries, parce que si ton équipe perd, ben, t'es éliminé, ben là, c'est la faute des arbitres. Puis, tu veux pas, ben, rendu dans les séries, ben, c'est une autre saison. Puis, malheureusement, des fois, ben, c'est pas nous qui décidons, mais la façon d'arbitrer, elle change. Puis, c'est sûr que ça met des partisans en rogne. Puis, c'est ça. J'avais peut-être des questions aussi pour Mathieu. J'ai vu une question dans le chat de William Wallet qui demandait, pour faire référence peut-être à une séquence là, qu'il y a eu dans les séries précédemment, mais quand il y a une mise en échec, un blessé, comment que c'est quoi l'aspect technique de peut-être l'arbitre là, quand il y a un blessé sur la glace suite à une mise en échec ou un bâton ou que ce soit n'importe quoi? Ben, sans parler directement de cette situation, la situation en question, là, la règle dit bien que si s'il y a un joueur qui est blessé, ben il faut que pour que le joueur soit arrêté, ben il faut que l'équipe dont le joueur est blessé ait possession de la rondelle. Donc, si le joueur est blessé, puis c'est l'autre équipe qui l'a, ben tant si longtemps que l'autre équipe n'a pas le contrôle de la rondelle, on n'arrête pas le jeu. Cependant, on a une question, on a une question de jugement. Si on s'aperçoit que le joueur a été blessé gravement, là, qu'il y a du sang qui est coulé, ou mettons, ce qui arrive, c'est souvent, là, mettons, un puck qui est lancé dans le net, ça arrive dans le côté du casque à faire là. Ça, généralement, les arbitres vont arrêter tout de suite parce que c'est vraiment, c'est dangereux, là. C'est dangereux, puis il faut penser aussi à la sécurité des joueurs. Mais c'est beaucoup de jugement. C'est le jugement qu'on doit appliquer. C'est sûr que s'il y a eu un jeu ou deux qui a été fait, puis il n'y a rien qui aboutit, puis là, ça donne rien, là, on peut arrêter le jeu, mais c'est vraiment, c'est le back de book, il faut vraiment que l'équipe
l'équipe dont le joueur est blessé, ben, doit avoir le contrôle de la rondelle pour pouvoir arrêter le jeu officiellement. Ça, c'est une règle qui est universelle dans le hockey, c'est pas juste dans la LNH. Exactement ça. À ce là, c'est juste le côté jugement, mais ça fait partie des officiels là, de juger la situation. T'sais, si le gars il a ça à pas que mettons sa cheville, sa cheville, c'est pas une situation qui peut être alarmante, d'être ultra dangereuse. Fait que on n'arrêtera pas immédiatement le jeu. Mais quand on arrive, mettons, ce qu'on voit souvent, là, c'est des lancers qui sont en direction du net. Un défenseur ou un attaquant leur soit sur le bord de l'oreille ou sur le bord de la mâchoire. Les arbitres sont plus réactifs là-dedans. Donc là, ils vont arrêter le jeu puis ils vont faire en sorte que le joueur ait les soins requis là, rapidement. Je vais continuer avec toi, Mathieu, aussi, par rapport, on a parlé un peu peut-être du background là, de Robert en tant qu'arbitre et également professeur. De ton côté, tu as également été commissaire de la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves dans les dernières années. En ce moment, tu es coordonnateur des sports militaires à Bagotville et tu t'occupes également là, tu es directeur des arbitres du côté régional au Saguenay. Ouais, l'arbitre en chef régional là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. T'es encore beaucoup impliqué là, aussi au niveau du hockey mineur. Comme je l'ai dit tantôt, l'arbitrage, c'est ma passion, puis c'est ce que je partage justement là avec ça. Donc, j'ai ces petits côtés à côté-là, en plus de ma job comme directeur des officiels de la Ligue nord-américaine. Mais ça, ma job principale, c'est vraiment un gars occupé. Un gars que à partir du mois de septembre là, jusqu'au mois de mai. D'habitude, c'est avril, mais cette année, ça va être le mois de mai. Ben, on va on est pas mal impliqué là-dedans. Au mois de mai, on va décrocher un peu, puis ça, on va pouvoir partir. Mais non, c'est ça. Non, ma job, c'est ça. Je suis vraiment là moi, je suis vraiment dans le monde du sport, tu sais, comme coordonnateur des sports militaires là, à la base militaire à Bagotville. Je suis vraiment, j'ai encore le programme des sports là, au sein des Forces armées canadiennes. Donc, c'est vraiment un beau défi parce que je touche vraiment à tous les sports, tant qu'à l'organisation d'événements, des championnats et tout, que vraiment là, au niveau des mes équipes représentatives que j'ai qui représentent notre base. Donc, c'est vraiment là, dans le monde militaire, là, le sport est très important. Puis on est vraiment, c'est qu'on a toutes nos petites ligues qu'on a, nos petites compétitions aussi. Fait que c'est vraiment des beaux défis qu'on a là d'année en année. Il y a quand même quelques joueurs là, qui ont joué dans les nord-américaines, qui ont été militaires aussi, qui ont joué dans le hockey. Ouais, je peux pas te nommer de nom par contre parce que je suis pas bon là-dedans. Là. Mais mais non, c'est vraiment ça. Mais oui, c'est ça dans les 5-6 dernières années, là, j'ai été à la tête d'une ligue senior, là, petite ligue régionale ici qu'on a bâtie là, en 2017. Puis écoute, on trouve j'ai été longtemps quasiment tout seul à gérer cette ligue-là, puis j'ai vraiment appris là, encore plus dans le monde senior. Puis on a quand même eu une ligue là, quand même assez avec du bon talent de hockey. Écoute, je pense qu'en 3, depuis 7 ans qu'on est là. On est allé 3 fois en finale au 7e match. Encore cette année, là, en 7e match, on est allé. Fait que c'est vraiment, on a quand même des très bons joueurs. On a des qui jouent là-dedans. Puis nous autres, c'est vraiment une continuité qu'on voulait faire dans cette ligue-là pour les joueurs qui sortent du junior, de pouvoir continuer à jouer dans une ligue organisée. Fait que c'était là-dedans qu'on s'est dirigé. Donc, je suis supposé juste m'occuper des officiels quand on avait parti de la ligue. Mais finalement, je me suis ramassé à la tête de cette ligue-là. Fait que et j'ai quitté mon poste là, l'année passée, en milieu de saison, en milieu passé, parce que j'étais un peu tanné, un peu des qu'est-ce que. Tu sais, des fois, on parle les médias, il arrive quelque chose là. Puis ça tombe, ça part là, des nouvelles, puis tout ça, juste parce qu'il y a une histoire qui s'est passée, une bagarre, puis tout ça. Fait que ça venait demandant tout ça. Je lui dis là c'est assez, là, je cède mon chapeau, puis puis là, ça a comme eu l'opportunité de me réimpliquer d'une autre façon dans une ligue senior, puis je suis bien content de le faire. Tu te rentres dans le niveau du hockey senior depuis combien d'années environ? Écoute, depuis que j'ai 17 ans, je suis vraiment dans le monde senior parce que j'ai été, moi, ceux qui ont peut-être connu là, la Ligue centrale de hockey là, dans les années senior 2A, là, des années fin 90, début 2000. Là, j'avais été, moi, dans mon village, on avait le club de hockey qui s'appelait dans le temps, ça s'appelait 95 de Saint-Port-Joli. Puis après ça, ça a été changé pour les Piliers.
Puis j'avais été approché pour être préposé au bâton, fait que j'ai été là. Puis en même temps, moi j'ai été aussi dans le. Ouais, oui, j'ai vécu l'expérience là-dedans. Puis honnêtement, la Ligue centrale, c'était quand même une belle ligue de hockey là. C'était vraiment c'était du bon hockey senior 2A là. Justement, je pense qu'on avait reçu Pierre-Cédric Labrie, justement, qui a joué également dans la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves, mais a fait un petit séjour là, justement dans cette ligue centrale-là, je pense, pour l'équipe de Forestville. Vous en avez parlé. Oui, je pense qu'il y avait une équipe dans le temps. Oui, c'est vrai, j'avais entendu, là. Mais tu sais, c'était quand même. Moi, dans mon temps, tu avais Saint-Marc-des-Carrières, tu avais Black Lake, tu avais Princeville. C'était vraiment là, Clermont aussi. On avait quand même un gros territoire. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été là-dedans. Après ça, moi, j'étais beaucoup dans le monde médical dans ce temps-là. J'étudiais pour devenir paramédic et tout. Fait que j'ai eu un poste de soigneur par la suite là-dedans. Mais quand je suis parti vraiment pour Québec, ben, je me suis séparé un peu du hockey senior le temps que je fasse mon développement là, au niveau de l'arbitrage et tout. Puis quand je suis arrivé au Saguenay, ben là, c'est là que je me suis impliqué un peu plus là, au niveau de l'arbitrage, au niveau du monde senior et tout. Fait que j'ai été superviseur, comme j'ai dit au début, j'ai été superviseur pour la Ligue nord-américaine pendant 2 ans de temps. Après ça, ben là, ils ont coupé des postes de superviseur. Fait que je me suis dirigé vers la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Puis donc, ça fait longtemps. J'ai connu beaucoup d'arbitres, là, beaucoup d'anciens collègues à Robert aussi, là, des bonnes personnes. Il y avait des phénomènes aussi. On en a connu quelques phénomènes comme arbitre, mais tu sais, il y a quand même eu un bon roulement de bons arbitres, là, qu'il y a eu, là, au fil des ans, là, dans le hockey senior, là. Je pense que c'était vraiment, là, c'était vraiment bien. Peux-tu faire du name dropping sur les arbitres qui étaient des phénomènes? Ou, ben écoute, moi j'ai connu dans le temps, bon Seigneur. Moi j'avais connu, pas des phénomènes. Les phénomènes, non, ça j'irai pas là. Mais qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires? Non, ce que je veux dire, c'est moi j'avais, tu sais, des gars, Tom Smith, j'ai connu ça. Dave Loubier, il arbitrait aussi dans cette ligue-là, des Sylvain Dion, des Alain Bourassa, bon Seigneur, j'en oublie sûrement, j'en oublie. Je dis tantôt, je suis pas bon de me rappeler des noms. Rendu à 40 ans, là, c'est une faculté qu'on perd. Mais c'est ça, ben, j'en ai connu, tu sais, c'est des bonnes personnes. Puis c'est des comme Alain Bourassa, c'était un qui venait souvent dans mon village quand on avait le hockey senior la Ligue centrale. Puis j'ai comme, tu sais, c'est grâce à lui un peu que j'ai eu un entrée pour rentrer à Québec, puis où j'ai pu faire mon développement là dans le monde du hockey. Puis dans l'arbitrage. Puis là, j'ai pu vivre mon expérience de développement et tout. Fait que j'ai eu des contacts là-dedans aussi. C'est vraiment là, j'ai connu du bon monde aussi. Je vais te montrer une petite photo. Dernièrement, tu as reçu un certificat. Ah, effectivement, j'ai reçu mes 10 ans là, comme à mon poste là au sein des Forces armées. Puis quand je suis rentré là, moi, dans le monde militaire, j'ai dit mon Dieu Seigneur, moi j'avais dans la tête là, c'est des douettes là, qu'est-ce qu'on avait des fois l'image est toujours en guerre, tout ça, mais au fil des années, c'est découvert que c'était une famille plus que d'autres choses. Nous autres, en plus, on a une petite base. C'est une petite base de même, mais on se côtoie plus. C'est comme moi, exemple, le commandant de la base, là, d'habitude, tu le croises pas, tu lui parles pas. Ben, nous autres, on le croise dans le chemin, on parle, on leur parle et tout. Fait que c'est vraiment là, c'est un monde que j'ai appris à connaître, puis j'ai appris vraiment à adorer. Puis en plus, ben justement, quand je suis rentré là, ben je suis rentré là comme technicien au sport et j'ai vécu plein d'expériences, même dans l'arbitrage aussi, à cause, comme je disais tantôt, on avait des championnats. Donc j'ai pu arbitrer des championnats là, des Forces armées canadiennes au hockey, qui a été vraiment là, des très belles expériences. Je vais y aller avec les petites photos. Je vais commencer avec Mathieu, vu que je suis bien parti. Une autre photo ici. Je pense que c'est l'année que vous avez parti l'école des arbitres là, avec Justin Saint-Pierre qui est à ta droite.
Effectivement, puis à gauche, c'est Pierre Lambert aussi, qui est arbitre dans la Ligue nationale. On en parlait un peu tantôt, là, l'école d'arbitrage, c'était quelque chose que Justin tenait vraiment là, à faire là, en préparation de sa retraite là, dans la Ligue nationale, parce que lui, sa passion de l'arbitrage, il tient vraiment à la partager. C'est un gars qui, quand il avait l'occasion de venir au Saguenay, mettons, entre deux blocs de game, il venait, puis il venait arbitrer, il arbitre des games là, avec les jeunes et tout. Donc, c'était vraiment ça. Donc, quand il m'a approché pour pouvoir faire partir l'école, j'ai dit, go, on va, on le fait. Fait que ça a été un succès là, la première année. Puis au fil des temps, on a eu des années plus down un peu, mais là, puis on a eu la pandémie aussi. Mais depuis 2 ans, là, encore, on bat encore des records d'inscription. Le monde participe. J'arrive de la Coupe Chevrolet féminine, là, justement, la semaine passée, puis j'ai rencontré des arbitres qui ont fait l'école, puis ils sont contents de leur expérience qu'ils ont appris. Puis on a eu plein de personnes qui sont venues comme instructeurs. On a eu Pierre Lambert qui est là depuis le début. On a eu Eric Furlat qui est venu. On a eu Stéphanie Normand, une ancienne arbitre qui a arbitré les Jeux olympiques plusieurs années, mais l'expérience. Deschamps aussi qu'on a connu, qui est un arbitre aussi de la Ligue nationale. Puis l'année passée, on a Pascal Larue qui est venu faire un tour aussi à l'école. Régis Savard qui est aussi judoin dans la Ligue nord-américaine, il fait aussi depuis le début qui est avec nous autres, là, qui s'implique dans l'école. Fait que c'est vraiment cool. Là. Puis depuis qu'on l'a créé, on est quasiment rendu à au-dessus de 400 participants là, qu'on a pu avoir. Là. Puis il y en a qui sont là depuis le début, puis ils reviennent encore à chaque année. Fait que c'est vraiment une fierté qu'on a, moi puis Justin. Félicitations. Merci. Pour la prochaine photo, on va faire une petite transition sur une photo que vous êtes les deux. Donc, c'est le 19 janvier dernier. Wow! Parce que Robert a été honoré pour sa dernière partie. Un beau moment. En tant qu'arbitre, ouais, c'est ça. Parle-nous de ce moment-là. C'est quoi pour toi d'être honoré pour tes années de service? C'est le moment où comme on dit, là, la boucle on ferme la boucle, là, puis c'est ça. Quand je suis arrivé à Laval ce soir-là, je me suis dit, c'est ma dernière présence à l'Aréna de Laval. Avant ces matchs-là, j'ai essayé avec Mathieu, là, je me suis entendu avec Mathieu, j'ai demandé si c'était possible, puis j'ai fait tous les arénas de la Ligue, là, puis mes 3 derniers matchs, là, j'ai choisi mes collègues là, avec qui j'avais développé, on va dire, une affinité là, au cours des années, là, puis c'est ça. Fait que, le 19 janvier, là, j'ai fini ça avec mes deux bons potes juges de ligne, là, Steve Venn puis Régis Savard, là, des gars qui ça fait pratiquement 20 ans qu'ils sont dans la Ligue, puis j'ai choisi mon comment je dirais ça, mon élève. J'ai arbitré avec Benoît Lessard. Benoît Lessard, je l'ai formé il y a 20 ans. Benoît, c'est un gars de Mascouche. Puis dans ce temps-là, je donnais des formations d'arbitre chaque année. Puis j'avais déjà eu Benoît comme élève. Puis c'est ça. Plusieurs années plus tard, il a parcouru son chemin, il a arbitré au junior majeur. Finalement, il s'est retrouvé dans notre ligue. Puis c'est ça. Fait que s'est retrouvé, je l'ai choisi pour faire mon dernier match. Une belle façon de boucler la boucle. Exact. Un peu du match, tu as eu le dernier but que je ne sais pas si c'était toi, si c'était de ton bord, là, mais le match avait fini en prolongation. Tu te rappelles-tu un peu de ce match-là, du dernier but et tout? Est-ce que c'est toi qui as eu la chance de faire le corps? Non, moi j'étais en zone neutre, c'est Benoît qui a pointé le but. C'est ça. Ce jeu, c'était un jeu assez serré. Même à la reprise, là, c'est difficile de rendre une décision vraiment, comment je dirais ça, sans équivoque. Là,
que ce soit d'un bord ou sur l'autre, fallait rendre une décision. Benoît, il rendait la meilleure décision à son point de vue sur la glace, puis c'est comme ça. Puis, te rappelles-tu de la dernière pénalité que tu as Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai souvent des chums. Là, j'en ai un chum à Joliette, là, Bruno Duval. Là, il me dit toujours quand que je m'en vais sur la route, là, il dit « Oublie pas d'égaliser les punitions. » Il dit moi, j'y réponds toujours, Bruno, je peux pas égaliser les punitions. Je me rappelle jamais c'est à qui j'ai donné la dernière. Ouais, c'est ça. Le fameux mythe. Ouais, au hockey senior, faut pas que les punitions soient égales. Ça peut être des fois d'un bord, je pense. Ah, j'ai déjà, m'en revenir à Bobby tantôt, notre cher ami Bobby. À un moment donné, fait 5 en ligne qu'on donne, pas que je donne, que nous donnons à Thetford. Fait que là, mon Bobby, il dit Bob, là, il serait temps que tu nous lâches un peu, là. C'est nous autres qui avons eu les 5 dernières. Il dit, c'est malheureux, Bob, ça se peut être la 6e aussi. Fait que, on le sait pas, là, on n'est pas là pour égaliser. On appelle les punitions que nous voyons qui se passent sur la glace, puis malheureusement, des fois, il y a une équipe qui est plus disciplinée qu'une autre, puis qui est aussi possiblement plus chanceuse qu'une autre. Des fois, c'est des punitions malchanceuses, là. Sans faire exprès, un joueur met son bâton dans un patin du joueur, puis c'est ça, mais c'est ça. Fait que non, David, je me rappelle pas de ma dernière punition. Ça, c'est pas un honneur là, de savoir ça. Là. En même temps. Ça a été je sais pas, la rondelle du dernier but ou je sais pas, le dernier quart, là, tu sais, si on veut. Non. Gardez la rondelle, par exemple, mais c'est ça. Ouais, gardez la rondelle, puis c'est ça. C'est un beau moment aussi, là, je pense que c'est Régis ou Steve, en tout cas, un des deux juges de ligne qui a ramassé la rondelle. Là, puis c'est ça, on a fait comme les joueurs de la Ligue nationale, ou peu importe la catégorie, là, on a mis un tape blanc autour, puis là, on a marqué la date, mon dernier match, les gars avec qui j'étais, puis c'est dans ma boîte à souvenirs. Ouais. Parlant de souvenirs comme ça, y a-tu des games mémorables que tu as arbitré comme, je sais pas, un 7e match de finale? Des games de finale? Des matchs mémorables, il y en a eu, surtout en finale. Là, des 7e matchs d'une série, là, pas nécessairement la finale, là, mais c'est ça. Les 7e matchs, c'est toujours mémorable parce que tu sais qu'il n'y a pas de lendemain pour une des deux équipes. Là. Puis quand c'est en finale, mais tu sais que ça va se finir là. Fait que ça, c'est des matchs mémorables. Ça, c'est des matchs intenses. Ça, c'est. La fébrilité est là. Quand tu arrives à l'aréna, là, tu sais que faut que tu sois prêt, faut pas que tu manques de call, puis parce que veux pas, ça se passe entre nos mains, là, veux pas. Là. Y en a-tu un qui te vient en tête, un match que ça aurait été un match de finale que tu aurais arbitré? Un match, le Radio X contre Thetford Mines, à Thetford Mines. Ça avait été tout un match de hockey, ça, celui-là. Ça avait été un sacré de bon match de hockey. Des moments magiques, c'est sûr que ma participation à la Coupe Allen en 2004, ça, c'est... Ça, puis j'avais été sélectionné pour arbitrer la finale aussi, fait que ça aussi, c'est des beaux moments là, que tu n'oublies pas. Tu as déjà aussi arbitré la Coupe Bolton, j'ai vu, c'est quoi cette Coupe? La Coupe Bolton, l'année précédente, La Coupe Bolton, c'est sûr, c'est... Quand c'est arrivé ce moment-là, c'était prestigieux parce que je veux pas, même si c'est le championnat de l'Est du Canada, on est quand même sélectionné pour participer à ça. Mais la Coupe Allen, c'est vraiment le championnat canadien senior. Là. Fait que là, c'est sûr que on va dire que c'est une coche de plus. Là. Puis cette année-là, on avait été supervisé par Dave Jackson parce que là, pour la sélection, là, les arbitres, fallait qu'il y ait un grade 6, les juges de ligne, fallait qu'on ait un grade 5, puis là, on avait été supervisé pour avoir justement ce niveau-là, parce que c'est un championnat canadien, puis Dave Jackson était venu superviser avec Dennis Laroux, qui était des arbitres de la Ligue nationale à ce moment-là, fait que il était venu nous superviser à 2 occasions, fait que ça avait été des beaux moments, ça, la Coupe Allen, là, on avait passé 5 jours à Saint-Georges-de-Beauce, là, puis on était logés, nourris, puis il y avait 2 matchs par jour, puis on en arbitrait un. Des fois, il y a une journée qu'on avait congé, parce qu'on était comme
3 staffs d'arbitres. Fait que là, il y avait 2 games. Fait que des fois, on sautait un match. Là, fait que ça a été un beau moment dans ma carrière. Peut-être une petite photo pour terminer. J'ai trouvé ça sur tes réseaux sociaux, Robert. Hop là! Fait que finalement, 27 saisons plus tard, t'as pas été chauffeur de train, mais... 27 saisons plus tard, mais 51 ans plus tard aussi, là. Ouais, Sébastien, t'es allé chercher ça loin, toi, là? T'es pas déçu de ne pas avoir été chauffeur de train, finalement, là? Eh, sacrifice. Ouais, il avançait pas fort, ce train-là, par exemple. Je trouvais que ça terminait bien. Eh, bye-bye. Je m'en rappelais pas de celle-là. T'as des bons contacts? Ouais, pas pire, hein? Sacrifice. Peut-être en terminant, messieurs, si vous avez un message pour la relève pour les arbitres, peut-être on entend quand même là, ce temps-ci beaucoup de messages positifs pour changer la culture, tant que ce soit autant les parents là, dans les estrades que d'être indulgents envers les arbitres qu'un peu tout le monde. Peut-être un message si vous avez à avoir pour la relève. Moi, le message que je veux faire, puis je prône ça aussi un petit peu parce que oui, je suis éducateur physique, mais j'enseigne le hockey à l'école, à mon école secondaire. Puis ce que je prône avec mes élèves, c'est que c'est la participation qui est primordiale. Oui, c'est le fun, la victoire, mais c'est de jouer dans le plaisir. Puis que l'erreur fait partie du match, autant pour les joueurs que pour les arbitres. Puis si on veut qu'on continue à avoir des parties de hockey, parce que malheureusement, moi, je regarde là, par chez nous, là, à Joliette, l'année passée, cette année, je ne sais pas, parce que j'ai pas été beaucoup là, mais l'année passée, il y a des parties là, qui ont eu lieu avec un seul arbitre. Fait que ça, c'est des fois, il y avait des parties qui auraient dû en avoir 3, il était 2. Puis ils ont même annulé des parties à l'occasion parce qu'il manquait d'officiels. Fait que si on veut que le sport évolue, mais je pense qu'effectivement, faut calmer nos ardeurs là, comme spectateurs, comme parents. Puis surtout quand on sait que les arbitres, on parlait de Carapace tantôt, là, mais moi, là, ça fait 40 ans que j'arbitre. Là, on a entendu des vertes, des pommeux quand je suis sorti de la classe, là, mais pour des jeunes de 14-15 ans qui, eux, veulent peut-être développer une passion, c'est pas en les critiquant. Ben, les critiquants, ça fait partie un peu de la game, mais c'est la façon de le faire. Puis, quand on menace des jeunes officiels, des attendre après le match, puis des attendre dans le stationnement, puis c'est déjà, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. S'il y en a une dans le sport, mais on empêche des jeunes de pratiquer leur sport parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Malheureusement, on est un mal nécessaire. C'est ça. Mais si on veut que le nécessaire puisse continuer à évoluer, qu'il y ait des parties qui aient lieu, mais il faut peut-être penser à garder nos officiels en place. De ton côté, Mathieu, ton mot de la fin? Ben écoute, dans le même sens que Bob aussi, on a parlé beaucoup tantôt, on parlait de la carapace aussi, puis tu sais, c'est vraiment là de le faire, l'arbitrage, c'est une passion, puis c'est vraiment, c'est un plaisir de pouvoir le faire, parce que moi l'arbitrage là, ça m'a permis d'avoir mon réseau d'amis. Mon réseau, tu sais, mon grand réseau d'amis, là, c'est dans l'arbitrage. Mes bons chums que j'ai eu, là, que j'ai, là, et que j'ai eu aussi, ça provient tout de ce monde-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, là, c'est un bon monde, tu sais, c'est une belle passion à faire. Puis, c'est
comme je dis, c'est sûr que faut pas se laisser intimider par justement par le manque de respect qu'on parlait, parce que tu sais, la ligne du respect là, tu sais, est vraiment très mince. Hein, fait que c'est pour ça que tu sais, quand on la dépasse là, ben tu sais, nous comme officiels, on a des ressources aussi, des punitions qu'on peut donner. Fait que c'est vraiment important, tu sais, c'est de se faire respecter. Nous, on respecte les joueurs, on respecte les entraîneurs, ben on s'attend aussi d'avoir la même affaire aussi. Ça vient d'un sens et de l'autre. Donc, c'est vraiment ça. Puis oui, c'est mettons, dans le développement des officiels, c'est pas tout le temps évident. On en a parlé, on a glissé un mot tantôt. Là, on dit, tu sais, être asteur pour entrer dans la Ligue nationale, il faut quasiment aller jouer dans la Ligue américaine. Puis après ça, ben, si t'es pas bon, ben, on va t'offrir une possibilité d'avoir un poste comme arbitre dans la Ligue nationale puis de sois monté. C'est la réalité qu'on a présentement. Mais tu sais, je pense que oui, ben, si tu veux pousser, passer à différents programmes, le midget 3A, le junior 3A, le collégial, l'universitaire, puis peut-être le majeur, ben oui, il y a du travail à faire. Les postes sont pas super ouverts, il y a pas beaucoup de postes disponibles, mettons, ben, tu sais, même au niveau de la Ligue nord-américaine non plus, c'est pas, tu sais, les postes sont pas disponibles, sauf que si on s'implique beaucoup, dans notre hockey régional, je pense que c'est là qu'on peut vivre nos plus belles expériences, comme moi je l'ai fait, parce que moi, tu sais, j'ai jamais fait de programme provincial, j'ai été sur la ligne, mais malheureusement, on en a choisi un autre que moi, mais j'ai pas jeté les gants à terre, j'ai dit, ben, je vais continuer, puis ils m'ont donné le titre de vétéran, de vétéran à ce moment-là. Fait que j'ai dit, ben, je vais prendre le titre de vétéran junior pour commencer. C'est pour une bonne transition. Après ça, ben, je vais pouvoir être là comme vétéran vraiment, puis, tu sais, de partager ma passion. Ben, c'est juste ça. Puis, tu sais, au fil des années, on a envie des belles expériences, puis c'est vraiment ça. J'encourage le monde, puis j'encourage aussi les parents, les entraîneurs, les joueurs, tu sais, de faire attention justement là, aux propos qu'on tient là, envers les officiels. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de communiquer de la bonne façon. Puis c'est le même qu'on va faire qu'on va faire des relations. Moi, c'est le même que j'ai réussi aussi également avec à avoir des relations avec des entraîneurs où c'était sur un high, là, puis là, j'étais pas capable on s'aillait à face tous les deux. Mais à un moment donné, on s'est croisés dans un corridor, on s'est parlé, puis là, bang, depuis ce temps-là, on est rendu qu'on s'écrit sur Messenger à peu près de temps en temps, puis quand on se voit dans une aréna, là, on se parle, fait que c'est ça. La communication, c'est la base, c'est une des bases là, importantes dans le monde de l'arbitrage. Comme me dit mon collègue de tennis ici en Floride, là, Bob Hartley. Bob Hartley, il me dit toujours, il dit, moi, quand la game commence, mon meilleur chum, c'est l'arbitre. Ça, j'en doute, là, mais c'est ce qu'il me dit. Il dit, moi, mon meilleur chum, quand la game commence, Bob, il me dit, c'est l'arbitre. Si tout le monde pense ça, là, si les coachs ils disent tout ça, que mon meilleur chum sur la glace, c'est l'arbitre, ça va bien aller. C'est quoi l'expression? On chante bien ceux qu'on aime? Chante bien, c'est quoi? Pardon? Ah, ben l'expression qui dit on chante bien ceux qu'on aime, donc on les. Exact. Qui aime bien, chante bien, je pense qu'on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Robert, sur ces belles paroles, on va te souhaiter une bonne retraite. Merci pour tes années de service dans la LNAH. Ça me manque. Je peux vous dire, là, je suis les games là, sur TV LNAH. Là. C'est des papillons quand je regarde les games. Ouais, surtout pendant les séries, j'imagine, ça doit être. Là, je vous en parle, j'ai des frissons. Là. Ça me manque. On va te dire de profiter aussi de regarder les matchs de série. Puis peut-être un peu de tennis avec Bob Hartley. Ouais. Mais là, mon chum, mais là, Bob, il est retourné au Québec, là. Fait que il a perdu mon partner de tennis. Mais là, mon beau-frère, Roquebrune, il est ici. Peut-être qu'il va vouloir jouer avec moi, là, on va voir. Mais il est mauvais perdant, lui. Il est mauvais perdant, je suis pas sûr qu'il va vouloir jouer contre moi. Tu nous feras ton suivi, Robert. C'est lequel le meilleur des deux, Bob? C'est toi ou Bob Hartley? David. J'espère que tu as des questions plus faciles que ça à poser. Là. On salue Bob Hartley. Il a mentionné l'autre jour à On Jase qui était... comment il a dit ça, donc? Il dit, je suis en dépression de tennis. Ah ouais?
Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais, faut dire une chose, il est quand même 7 ans plus vieux que moi, là. Fait que, tu sais, ça joue contre lui aussi, là. Ouais. Bon, ben, Enfin, tu lui donnes un Tu tapes dans le dos. Faudrait jouer de la main gauche. Hey, merci de l'invitation, messieurs. Ça a été très gentil de votre part. Merci, merci Robert. Merci également Mathieu Caron, directeur des officiels de la LNH, pour ta présence ce soir. On a pu en apprendre un peu plus sur vous deux, messieurs. Un plaisir. Merci beaucoup pour votre travail aussi. Qu'est-ce que vous faites, là? On vous écoute dans toutes les semaines. Puis c'est vraiment, là, un bon travail, là. Puis c'est vraiment intéressant de vous écouter. Puis Bob, je te souhaite qu'on soit encore profiter du soleil. Puis ça va être un plaisir de se croiser, là, au courant de l'été, là. Probablement, là. J'espère qu'on va pouvoir se recroiser très bientôt. Oui. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton travail. Merci. Merci, messieurs. Bonne soirée. OK. Bonne fin de soirée. Bye. Bye. Donc, Robert Chamberlain et Mathieu Caron qui étaient avec nous. Maintenant, David, on pourrait peut-être parler des matchs qui ont eu lieu lors du dernier week-end. Exact. Les 4 matchs, les matchs 3, les matchs 4, je pense que c'est vraiment là, des séries de fun, c'est des matchs serrés. En fin de semaine, il n'y a pas un match qui a été qui s'est joué par plus de 2 buts. Le plus gros écart, je pense que ça a été 2 buts à Thetford puis à Rivière-du-Loup. Là, mais les Marquis, si on va commencer par les Marquis puis Thetford rapidement, là, les Marquis qui ont réussi à gagner un match sur la route finalement. Donc, on n'avait pas réussi l'exploit depuis le début des séries. Je pense qu'on a joué là, un match là, un peu... un match quasiment de route parfait. On a vraiment limité les chances là, de l'autre équipe. On a profité des nôtres. Donc, je pense que ça finit 4-2, mais on a mené 4-1 pas mal tout le match. Donc, vraiment, là, je pense qu'on a réussi à limiter. Puis du côté de Thetford Mines, c'est sûr que Maxime Lecourt n'est pas là, Dave Labrec est suspendu. Donc, il manque quand même quelques ressources. Aussi. Puis, quoi? C'est Dumoulin, il y a Maxime Lecourt, Labrec. En attaque, oui. Donc, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'il manque quelques ressources, mais il faut que les autres joueurs réussissent à trouver là, des solutions. On a gagné le match de samedi, le match numéro 4, mais ça a quand même été un match défensif. On a gagné 3-2. C'est sûr que Thetford Mines est une très bonne équipe en défensive, mais pour que Thetford Mines réussisse à passer, là, les Marquis, je pense qu'ils vont devoir là, trouver un petit peu plus d'attaque. Il va falloir que ça provienne de d'autres sources, disons que Alexandre Goulet et Kevin Veilleux, qui sont là, les 2 meneurs de l'équipe au niveau de l'attaque depuis le début des séries. Sinon, dans le match de samedi entre ces 2 équipes-là, il y a un fait, je dirais pas cocasse, mais quand même drôle là, qui s'est passé, que j'ai trouvé, c'est que les 2 buts en deuxième période, bien, ça a été l'œuvre de Stéphane Fournier pour Thetford, puis Pierre-Cédric Labrie pour Jonquière. Donc, je ne sais pas si ils ont dû s'en parler à la pratique là, du College Saint-Laurent. En fait, je ne sais pas s'ils sont toujours... j'imagine que oui, parce qu'ils n'ont pas joué vendredi, puis l'équipe doit toujours être en action, mais... ça a été drôle que les 2 entraîneurs marquent un but, le seul but de leur équipe, là, dans le fond, dans une période. Là, je pense que c'est quand même un drôle de fait. Puis sinon, au niveau là, du match, encore là, un match super serré. Il n'y a vraiment rien qui s'est donné. Il n'y a pas eu de but en 3e période. Même, les 2 équipes jouent... je parle de créer de l'attaque, mais c'est vraiment difficile quand les 2 équipes jouent de façon défensive. Là. C'était quasiment pour ceux qui ont regardé la prolongation, le but d'Alexandre Goulet, c'était sa première chance de marquer, je pense, de la prolongation. C'était au milieu de la prolongation. Donc, les 2 équipes, là, défensivement, là, vraiment, on se donne à la tâche, puis on s'applique. Puis c'est sûr que c'est ça qu'il faut pour gagner, mais c'était vraiment là, c'est vraiment des bons matchs de hockey. C'est des matchs de hockey, je dirais, pour les amateurs de vrai hockey, là, qui aiment les détails, puis qui aiment les c'est ça, les gardiens sont également en grande forme, mais si on regarde du côté des 2 équipes, l'assurance est reconnue pour sa défensive depuis plusieurs années.
Puis Bob Desjardins, quand on l'a eu en entrevue, nous en parlait aussi. Je pense qu'on a parlé en entrevue après les parties de revenir à leur style de jeu qu'on s'était imposé, d'essayer de donner moins de chance à l'autre équipe. Donc, peut-être de jouer d'une manière plus défensive aussi. Oui, je pense que Bob Desjardins le dit qu'il a identifié que son équipe, c'était peut-être pas l'équipe qui pensait, que c'était peut-être pas une puissance offensive, mais qu'il y avait des bons joueurs, des bons éléments d'attaque, mais que c'était pas cette façon-là qu'en essayant d'être plus offensif que les autres qui allaient gagner des matchs cette saison. Puis je pense que la façon dont les Marquis jouent, puis où est-ce qu'ils sont rendus 2-2 en demi-finale, force est d'admettre que Bob avait raison. Peu importe le résultat d'ici là, je pense que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Sinon, au niveau de Rivière-du-Loup puis Laval, Rivière-du-Loup, quand on parle d'une équipe là, qui donne à la tâche là, défensivement, puis je pense un 180 versus les 2 dernières années, là, on avait de la misère en défensive à Rivière-du-Loup. On a apporté des nouveaux joueurs, des très, très bons défenseurs qui avaient des bons pédigrés, puis qui produisent finalement. Je pense que c'est ça que ça donne. Outre le 5 minutes où Laval a marqué 3 buts, c'est sûr qu'il compte quand même parce que c'est arrivé, là, mais outre ce 5 minutes-là, on a quand même limité Laval là, à 4 buts en 2 matchs, là, quand j'enlève le 3 buts rapides de Laval. Donc, on a quand même été solide, surtout sur la route. Encore là, les gardiens font du très bon travail. Là. Tristan Côté-Cazenave, puis même Étienne Montpetit, qu'on a vu venir en renfort là, en troisième période, justement, à Rivière-du-Loup, là, qui est revenu. C'est la première apparition d'Étienne Montpetit depuis le début des séries. Donc, je pense que Rivière-du-Loup, on est en mission. On s'est. Puis vraiment, là, depuis qu'existe la deuxième chance en série, je ne pense pas qu'il y a une équipe qui en a profité autant que Rivière-du-Loup. C'est sûr que les Marquis avaient atteint la finale en 2019, mais on perdait de 3-2 dans la série en demi-finale. À cette époque-là, on était revenu derrière, ça avait été vraiment serré. C'est sûr que Laval peut très bien revenir de l'arrière aussi, mais à date, je dirais à ce stade-ci, vraiment Rivière-du-Loup, vraiment l'équipe là, qui vraiment profite de sa deuxième chance. Là. Puis tu sais, il y a des joueurs, là, Loïc Marcotte, Maxime Saint-Cyr, Alexandre Ranger, Maxime Guillon. Puis du côté Rivière-du-Loup, les joueurs qui doivent marquer marquent. Je pense que les joueurs qui doivent... On dit souvent que les meilleurs joueurs, ça doivent être les meilleurs joueurs de ton équipe. Exact. Fait que, je pense que du côté de Rivière-du-Loup, c'est ça qui se passe. Du côté de Laval, justement, ça se passe peut-être un petit peu moins que Rivière-du-Loup, dans le sens qu'il y a certains joueurs là, qui ont été vraiment dominants cette saison. Pas qu'ils sont mauvais, mais qu'ils n'ont peut-être pas le même niveau de succès qu'il y avait en saison régulière. Je pense que du côté de Laval, c'est peut-être ça qu'on va vouloir retrouver. Puis il y a une autre chose que je voulais apporter. C'est sûr que Laval a échappé le match numéro 4, mais ça fait une méchante différence quand même quand Danick Paquette est là. Marqué un but très important dans ce match-là, en plus de, je pense, la plus grosse mise en échec du match. C'est lui qui l'a réussi. Il a fait une vraiment belle mise en échec. Il est physique, il est dérangeant. On le voit tout le temps. Après le sifflet, il essaie de picosser le gardien adverse. Donc, c'est de bonne guerre, puis c'est son travail. Donc, c'est un point que Maxime Duquette avait amené là, dans notre preview là, des séries, que c'est important que Danick Paquette soit de l'alignement. Là, au moins pour Laval, on l'a présentement. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas dans la situation qu'on voudrait, là, 1-3, mais au moins, là, on a notre alignement là, présentement. Puis, j'ai pas de doute non plus que les fans là, de Laval n'ont pas abandonné non plus. On le voit aussi sur les réseaux sociaux, là, malgré le fait que Laval soit dans un trou, comme on dit en bon français, on n'a pas abandonné. Donc, ça va être... Si on regarde le dernier match, quand même, au niveau des tirs, 44 tirs du côté des Pétroliers à 28. On a joué du bon hockey, mais l'autre équipe a marqué plus de buts que nous. Puis la Game 4, justement, là, qui n'a pas eu le dénouement espéré. Mais ça pourrait être 2-2 cette série-là, j'en suis persuadé. Mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, en ce moment, les 3L profitent vraiment de leur deuxième chance, donnent du vraiment bon hockey, puis on peut juste avoir le message de Denis Arsenault qui dit « Un match de fou à Rivière-du-Loup samedi. Mon cardiologue m'a dit de prendre ça relax. Ouais. » Je pense qu'on a du bon hockey qui est servi aux partisans.
Les partisans étaient au rendez-vous également. Pas être plate avec Denis, mais peu importe ce qui arrive, Rivière-du-Loup, peu importe ce qui arrive de sa fin de la saison, ça va juste être parce que si vous gagnez, vous êtes en finale. Fait que les matchs de finale, ça monte encore une coche niveau stress. Puis si jamais vous perdez contre Laval, vous vous rendez en match 7, aussi une méchante coche de plus niveau stress. Fait que il reste encore du stress à avoir du niveau pour Rivière-du-Loup, peu importe ce qui se passe là, jeudi, vendredi. Mais ça va être intéressant de voir là, du côté de Laval. Je pense qu'il y a une équipe qui peut revenir dans cette série-là, c'est bien eux. Reste à voir si on va se lever du côté de la troupe de Daniel Gauthier. Puis à ce stade-ci, je pense que les 3L ont déjà réussi leur pari. Si la série se terminerait, je pense, en demi-finale, on pourrait déjà dire mission accomplie. Mais si je parle aux partisans des 3L et à Denis qui est dans le chat, je pense qu'on en voudrait plus du côté... on en voudrait toujours plus du côté des partisans des 3L. Et on est bien parti. Yes, donc à suivre. Ouais, à suivre. Donc les matchs commencent ce jeudi. Oui. Donc jeudi, match 5 des deux côtés. Vendredi, match 6. Puis match 7, match 6 si nécessaire à Rivière-du-Loup. C'est sûr qu'il va en avoir un à Jonquière. Match numéro 7, il y en aurait un si ça sera en 7, Jonquière-Thetford samedi 19h. Si ça sera en 7, Rivière-du-Loup-Laval dimanche 16h à Laval. Yes. All right. Sinon, est-ce qu'on avait d'autres choses à discuter, Dave, à propos de... C'est quoi tes attentes? C'est quoi tes attentes? J'espère, c'est sûr que j'espère toujours que ça va se rendre en 7. Là. C'est ça qui est le plus le fun, là, mais à suivre. J'ai hâte de voir là, la semaine prochaine, on va savoir c'est quoi la finale. On va sûrement faire un petit preview de la finale. Là. Comme c'est l'habitude, on essaie de temps d'aller avoir une petite entrevue avec les coachs là, les deux finales respectives. Donc, on va voir ça dimanche au plus tard, dimanche à 7h, on va être fixé. Ah, je voulais juste dire quelque chose aussi. C'est Pierre Le Saint qui avait écrit quand nos invités étaient là, Bob Desjardins et Bobby Barry, comment ça s'annonce une soirée. J'ai pas posé la question juste parce que on essaie de pas trop, ces deux entraîneurs qui sont là en ce moment, un contre l'autre, on essaie de pas trop interférer dans le cours des séries non plus, même avec nos invités. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus des joueurs actifs impliqués en ce moment également là, pendant les séries. Yes. Parce que on peut se dire que c'est comme pas l'émotion, là, mais les émotions sont dans le tapis, on peut le dire comme ça. Déjà assez comme ça, fait que de notre côté, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche. Je pense que c'est déjà je pense que on a des foules qui se déplacent et on a du bon hockey, puis on va se concentrer là-dessus. As-tu un petit quiz pour terminer? Non, malheureusement pas cette semaine. All right. Donc, sur ce, on va redire merci à nos invités de ce soir, Mathieu Caron et Robert Chamberlain. Merci aux gens là, qui nous ont écoutés, qui ont ouvert leur cellulaire, leur ordinateur pour être fidèles au poste encore une fois. Et on va se souhaiter du bon hockey là, pour la fin de semaine à venir. La semaine à venir, des parties jeudi. Donc, merci à toi, Dave. Yes, sur ce, faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.